Bonjour à toutes et tous, salut Julo, salut Cristalgre, salut Bandini, salut Sergio, salut Aïswa. Aïswa qui dit un plateau avec que des mecs youpi. Je suis désolé, Aïswa, effectivement. On essaie de faire des plateaux mixtes. Parfois c'est possible, parfois ça n'est pas possible. Tu verras que, par exemple, tout à l'heure il y aura des femmes et que demain il y aura des femmes aussi. Voilà, on essaie de faire au mieux, mais tu as raison de le souligner. Salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour de nouvelles heures de décryptage de l'actu dans le talk de France Info. 2 heures sur Twitch et TikTok pour décrypter l'actu diplomatique, politique, économique, scientifique, technologique, géostratégique du web, de la santé et puis même peut-être celle des idées. 2 heures avec vous dans le chat, bien sûr. Dans le chat, vous posez vos questions, des questions que je passe aux invités. Vous avez le droit de tout poser, tant que ça reste dans le thème. Il n'y a que deux règles, la courtoisie, la bienveillance. On est sur le service public, s'il vous plaît. Et un point d'interrogation, s'il vous plaît, à la fin de vos questions, que vous signalez par la lettre Q, puisque votre serviteur n'a que deux yeux. Au programme de ces 2 heures, de 17h à 18h, l'Iran, dont le régime traque et réprime ses opposants, et qui vient de promulguer la loi qui suspend sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est le gendarme du nucléaire. On va voir s'il faut s'en inquiéter et ce que ça signifie. Ce sera jusqu'à 18h. J'espère que vous ne suffoquez pas trop derrière vos écrans, que vous buvez de l'eau. En tout cas, j'espère que vous resterez avec nous jusqu'au bout, puisque justement, à 18h, en deuxième partie de stream, on va parler du sommeil. À l'heure où certainement, vous avez vécu quelques insomnies la nuit dernière, où il a fait beaucoup trop chaud un peu partout en France. Peut-être chez vous aussi, en tout cas ici à Paris, on étouffe. Mais aussi à l'heure où certains s'inquiètent du fait qu'on dort de moins en moins. Et que le fait qu'on dorme de moins en moins, c'est pas forcément une bonne nouvelle et qu'il serait peut-être bien d'instaurer un droit opposable au sommeil, et même, n'en jetez plus, d'en faire un droit constitutionnel. On va parler de rythme, d'écran, de droit de repos, des esclaves que nous sommes parfois devenus après nos nuits réduites à leur portion congrue. On va parler apnée du sommeil, bien dormir, hypnotique, somnifère, ceci devant nous mener poisseusement dans la touffeur de l'été jusqu'à 19h, cocher trempé devant, laquais mouillé derrière. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h08. C'est de 27 secondes à Paris, 1h30 de plus à Téhéran, la capitale iranienne, où vient d'être promulguée une loi qui suspend la coopération du régime iranien avec l'AIEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, je l'ai dit, c'est le gendarme du nucléaire. L'Iran qui a toujours affirmé que son programme nucléaire était pacifique. L'Iran qui nie fermement cherché à se doter de l'arme atomique. Bonjour Adel Bakawan. Bonjour. Adel, vous êtes directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa. C'est l'ESMENA. Vous êtes chargé d'enseignement à Sciences Po Lyon 2. Vous êtes chercheur associé au programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Vous avez commis La décomposition du Moyen-Orient. C'est paru en mai de cette année chez Talandier. À vos côtés, Anouche Ganjipour. Bonjour. Bonjour Anouche. Bonjour. Vous êtes philosophe, chargé de recherche au CNRS. Vous avez commis Parler sans détour, Lettres sur Israël et la Palestine, c'est paru au CERF. Vous avez coécrit avec Jean-Claude Milner, s'il m'en souvient bien. Très bien. Et en face de moi, à vos côtés, Clément Vincent. Bonjour Clément. Bonjour. Vous êtes normalien, vous êtes coordinateur éditorial et consultant en géopolitique à l'Observatoire des pays arabes du groupe Forward Global. J'ai tout bon? Tout bon. Chers messieurs, merci de nous rejoindre pour cette heure consacrée à l'Iran. L'Iran qui a officiellement suspendu aujourd'hui, mercredi, sa coopération avec l'AIEA, après avoir multiplié les accusations à son encontre depuis la récente guerre avec Israël. Comment il faut l'interpréter? Est-ce que c'est une surprise? Qui veut? Qui se lance? Ouais, c'est pas vraiment une surprise. Il y avait eu la semaine dernière déjà le Parlement, le Majlis avait voté une résolution. Alors c'était non contraignant, mais bon, c'était pas une surprise. On s'y attendait. Et est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Peut-être pas à ce stade, puisque on peut le placer dans le cadre de négociations à venir ou à reprendre avec les États-Unis. On sait que la semaine dernière, Donald Trump avait dit que cette semaine, il y aurait reprise de contact. Bon, on attend encore de voir, mais voilà, ça peut être une monnaie d'échange. En fait, il faut avoir quelque chose à négocier. Et après la fameuse guerre des 12 jours, l'Iran a plus énormément de choses à négocier. Et une carte très importante, c'est celle-là. Anouche? Je dois commencer par dire mon embarras lorsque je suis obligé de prendre la parole dans une telle situation parce que, en tant que franco-iranien, j'ai été farouchement contre cet État qui est, à mon sens, ni légitime, ni un État qui a respecté les moindres droits humains ou les principes démocratiques. Mais les faits et la situation sont tels que finalement, nous sommes poussés par les principes que nous respectons, les principes de droit international ou même des droits humains. Nous sommes poussés en tant qu'Iraniens ou franco-iraniens à mettre un certain nombre de choses qui ne sont pas du tout normales sur la table pour dénoncer ce qui a été, pour moi, une agression de la part d'État d'Israël. Et quand même, il faut rappeler que
quoi qu'on dise sur cet État, entre 2015 et 2018, cet État a essayé de respecter l'accord sur le programme nucléaire avec les partenaires européens et les États-Unis. Et n'oublions pas que c'est la première administration Trump qui a mis de façon unilatérale fin à cet accord. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec mon voisin en considérant que c'est la dernière carte à jouer dans des négociations peut-être à venir avec les États-Unis sur ce point, et surtout un point qui est très important à souligner, la probabilité tout à fait sérieuse de la reprise de l'agression israélienne dans les jours à venir ou dans les semaines. Et pour moi, c'est plutôt dans les jours à venir. Adèle, vous souscrivez au propos de vos deux collègues? Écoutez, nous sommes, depuis le cessez-le-feu, entrés dans ce que j'appelle le temps des incertitudes. Et les incertitudes, c'est à toutes les échelles, à tous les niveaux. C'est pourquoi il faut analyser non pas seulement des indicateurs, mais aussi des mots. Chaque mot a son sens. Les cadres dirigeants du régime ne nous parlent pas de la coupure avec les UA, mais la suspension. C'est deux mots complètement différents. Autrement dit, on n'a pas coupé définitivement avec l'agence, mais on suspend. On suspend pourquoi? Parce que tout simplement, la première priorité de toutes les priorités de la République islamique, ce n'est vraiment pas la bombe atomique, ce n'est même pas l'arsenal balistique, c'est comment sauver le régime. Ce n'est pas comment sauver l'Iran, c'est comment sauver le régime. Et pour sauver le régime, je fais partie des observateurs qui pensent que les Iraniens, le régime est très très sérieux et sérieusement souhaite se réengager dans la négociation. Et dans la négociation, oui, cette suspension est une carte très importante. Il n'est pas l'ultime carte, le régime dispose encore d'autres cartes, mais c'est une carte très importante. Anouche, je vous voyais acquiescer. Je suis d'accord, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais je pense que ça nous ramène à quelque chose qui est peut-être nécessaire de souligner, qui est la suivante. L'éventuel programme pour arriver à une certaine bombe nucléaire était en fait censé garantir la survie de l'État iranien dans de telles situations. C'est-à-dire, l'idée, c'était d'empêcher en fait, la possibilité d'un tel échec, une défaite, et d'une telle menace de se retrouver complètement sans défense. Il était évident que même si ce plan nucléaire n'avait pas de légitimité sur un registre militaire, ce plan n'était pas pour mener une agression contre un pays comme Israël, parce que tout simplement, c'est un plan complètement surréaliste. Donc, on parle d'un État qui a quand même une raison, même si cette raison est extrêmement faible, on voit, qui n'est pas complètement fonctionnelle, mais quand même une raison d'État qui est tout à fait consciente du fait que tout usage de la bombe atomique pour agresser un autre pays ou pour n'importe quelle guerre ou attaque peut immédiatement provoquer une alliance internationale et la destruction totale de l'État iranien. Maintenant, il y a ça, et aussi le fait que lorsqu'on parle de la capacité de l'État iranien pour arriver à une certaine bombe, enfin, la technologie de la bombe nucléaire, c'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. Évidemment, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, vous, l'état actuel de l'État iranien. Clément Vincent. Oui, c'est vrai que la bombe nucléaire est l'arme des armes, et une arme qui a ceci de paradoxal qu'elle est faite pour ne pas être employée. Et donc, elle a plutôt plus une portée diplomatique ou géostratégique que militaire. Quand l'Iran, et c'est l'Iran du Shah qui lance le programme nucléaire civil avec une perspective tout à fait assumée militaire derrière,
lance ça, c'est parce que eh bien, l'Iran se considère comme étant une grande puissance régionale et que pourquoi n'aurait-il pas droit, lui aussi, à être dans le club des puissances dotées, qui lui donnera une stature sur la scène internationale qui, à son avis, lui revient de droit. Écoutez, le 7 octobre est un moment de rupture majeure, non seulement pour les Israéliens, mais aussi pour le régime de la République islamique d'Iran. Le régime a compris que la bombe conduit la République islamique d'Iran vers des catastrophes. Ce qui est le plus important pour eux, c'est même la bombe atomique avait pour objectif de protéger et durabiliser l'existence du régime. Et si la bombe atomique amène le régime vers la catastrophe ou vers sa fin, ils sont tout à fait disposés parce que les régimes, les diplomates iraniens avec qui je discute régulièrement, partout au Moyen-Orient, même en France, ma conclusion est la suivante, c'est qu'ils sont parfaitement conscients du contexte dans lequel ils se trouvent. C'est pourquoi ils sont tout à fait disposés à trouver des solutions tout à fait acceptables par rapport à leur programme nucléaire, mais aussi par rapport à leur réseau milicien sur l'ensemble du Moyen-Orient. Ça, c'est une remarque qui est très intéressante pour comprendre le fonctionnement du régime. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait une autre remarque qui m'échappe là, mais Elle va vous peut-être revenir ça très me certainement. reviendra tout à l'heure, mais c'est pas grave, j'en Mais passe. moi, j'ai une question pour vous, quand même, Adèle. Tout à l'heure, vous disiez l'Iran a d'autres cartes à jouer. Par exemple, là, il y a donc l'interruption de la collaboration avec la IEA. Vous dites c'est une des cartes voilà, que l'Iran a dans son jeu, mais elle n'a pas que cette carte-là. Non, il n'a pas que cette carte-là. Vous pensiez à quoi? La République islamique a... Écoutez, pendant cette guerre-là, la République islamique n'a pas attaqué Israël avec sa bombe atomique. La République islamique a mis en danger la sécurité et la stabilité d'Israël avec une autre arme, n'est-ce pas? Avec son arsenal balistique. C'est une carte très très importante sur la table de négociation parce que c'est réclamé, hein, la destruction de l'arsenal balistique réclamée à la fois par les Américains et par les Israéliens. Numéro un. Numéro 2, le détroit d'Ormuz, n'est-ce pas? C'est une carte. Alors, vous pouvez peut-être expliquer à quel point ce détroit est important pour les échanges. Bah, écoutez, C'est un endroit vraiment stratégique. 20% du commerce international passe par le détroit d'Ormuz, qui est sous le contrôle presque total de la République islamique d'Iran, hein. Et donc, on sait très bien que la République a préparé un système de minage total et complet de ce détroit d'Ormuz qui mettra vraiment... Qu'il n'a pas déployé, semble-t-il. Non, non, pas encore. Et ensuite, l'avenir de Hezbollah au Liban, qui intéresse la communauté internationale, l'avenir des 80 organisations miliciennes pro-iraniennes en Irak, qui met en danger la présence des États-Unis d'Amérique, mais aussi de l'Europe en Irak. N'oubliez pas, il y avait une information très importante, mais on ne l'a jamais abordée en France, à savoir ces milices, pendant cette guerre-là, ont attaqué les radars français vendus à l'Irak et associés aux radars américains. Et ces milices accusaient l'Irak et bien évidemment la communauté internationale qui a facilité le survol des avions iraniens grâce à ces radars-là. Ces radars-là ont été détruits, hein. Et donc mais aussi ce qui se passe au Yémen, l'avenir du Hamas et du djihad. Autrement dit, le régime dispose encore des cartes sur la table de négociation. Juridiquement, la République islamiste reste membre du traité de non-prolifération, le TNP, dont l'AIEA est le gardien, l'organisme de vérification. Est-ce que l'Iran pourrait quitter le traité? Qu'est-ce que ça signifierait? Qu'est-ce que ça provoquerait? Je pense que ça a été discuté dans les milieux iraniens, dans les médias, mais je ne pense pas que ça soit quelque chose qu'à ce stade, ils envisagent. Je vous rappelle que le traité en question n'est pas signé par Israël,
Et il y avait Crystal dans le chat qui dit mais tiens, en fait, est-ce qu'Israël accepte les visites et les contrôles de son programme nucléaire Pas du militaire tout. par l'AIEA? Il semble pas. Israël n'a jamais reconnu l'existence de ces bombes nucléaires de façon Parce officielle. qu'Israël n'a pas signé, n'est pas signataire de ce traité. Et j'aimerais revenir sur un point qui m'intéresse davantage du point de vue On ne va pas parler que du nucléaire. Voilà, de l'Iranien que je On va vite en suis pour vous dire qu'en fait, nous sommes pour l'instant dans la continuité du plan qui est envisagé par Israël et dans son attaque. Et le plan est à mon sens très clair, faire de l'Iran une nouvelle Libye. C'est-à-dire, dans un premier temps, attaquer les infrastructures iraniennes, affaiblir extrêmement l'État et le laisser pour un certain temps comme un animal sauvage blessé sur sa propre population pour détruire encore davantage la population et tout ce qui reste à l'intérieur de l'Iran et éventuellement, dans un deuxième temps, revenir pour donner le coup fatal et ce qui est pour moi l'objectif ultime d'Israël, le démantèlement de l'Iran, l'entité territoriale iranienne. La remarque me revient. Ah je voulais dire, en fait, ça va dans votre sens, c'est que les Iraniens, les dirigeants du régime sont parfaitement conscients qu'aujourd'hui, Gaza divise la communauté internationale. Mais par contre, l'Iran fédère la communauté internationale. Ils savent très bien que tout ce qui se passe en Iran, notamment concernant la bombe atomique et l'arsenal balistique, forme une menace dans l'imaginaire collectif de la communauté internationale, enfin des pays de l'Occident, une vraie menace. Et donc, être conscient de cette situation-là donne des méthodes, des mécanismes, des approches aux dirigeants du régime pour se préparer à une négociation pragmatique et factuelle. Autrement dit, quoi qu'on fasse, la bombe atomique n'est pas autorisée. Et même si demain on a la bombe atomique, peut-être avoir l'accès à la bombe atomique nous amène directement vers notre fin. Et l'objectif, d'où par exemple, je nuance, et je m'arrête après, je nuance pour répondre à cette question, qui a gagné cette guerre ? Pour moi, personne n'a gagné cette guerre. Israël n'a pas gagné cette guerre. Parce qu'Israël, depuis 40 ans, nous dit la menace, c'est la République islamique d'Iran. Tant que la République islamique est là, tant que le régime est là, nous sommes toujours menacés. Et bien, 12 jours après la guerre, le régime est là. Et si l'objectif n'est pas réalisé, c'est qu'Israël ne peut pas prétendre. Israël a fortement frappé les bombes atomiques, le programme atomique, le programme balistique, les institutions de l'État, mais Israël n'a pas réussi à faire chuter le régime, même s'il a bombardé la prison Evin, en pensant qu'en bombardant la prison Evin, il y aura des réfugiés, des prisonniers politiques qui sortiront et qui prendront le pouvoir. Il faut être naïf pour réagir et traiter la société et l'État iranien de cette façon-là. La traque des espions a commencé. Il y a plus de 700 personnes, certainement beaucoup plus, qui ont été arrêtées au cours des 15 derniers jours. Il y en a au moins 26 qui ont été exécutés pour leur lien supposé avec le régime israélien. Cette répression, c'est le signe que le régime est fébrile? Oui, tout à fait. Et c'est la démonstration de force. Alors, Israël n'a pas gagné, a un peu plus gagné que l'Iran dans la guerre quand même. Pas tout à fait gagné, mais relative. Bon, voilà. La performance militaire qu'a réalisé l'État d'Israël et la démonstration de sa pénétration à l'intérieur de la République islamique au plus haut niveau, et voilà la qualité de son renseignement et de son armement et de ses militaires, c'est quand même une démonstration de force assez incroyable. Alors, bon, pour gagner une guerre, il faut avoir de la force, puis il faut avoir une stratégie. Donc ça, c'est peut-être sur là que le bas blesse. Mais ce qui est certain, c'est que pour la République islamique, qui s'est retrouvée, malgré tous les discours qu'elle peut tenir, mise à genoux par le petit et le grand Satan, qui sont ses ennemis rhétoriques et ontologiques presque, dans les discours en tout cas, il y a un problème de légitimité, là, quand même, de protection du territoire qui n'a pas eu lieu, les agents du Mossad se déplacent comme ils le souhaitent, le ciel est ouvert, c'est gênant. Donc, il s'agit de rétablir la crainte,
parce qu'il n'y a pas une légitimité par adhésion au-delà du cœur du régime. Il y a une adhésion par la crainte. Et donc ça, Il y a même une défiance, semble-t-il, non? oui, mais tant que le bâton en face est le plus fort et le plus gros, ça bloque un peu. Et on a pu le voir ces dernières années, à chaque mouvement de plus en plus incroyable. Les répressions sont, elles, tout aussi proportionnées et arrivent à briser les reins, pour l'instant, des mouvements, des mouvements populaires. Donc c'est malheureux, mais c'est ainsi. Et donc, il y a un objectif prioritaire qui est de rassembler le régime, et de rassembler la population en disant c'est toujours nous les mettre à bord. Attention, si vous avez une voix qui déroge, vous êtes un agent de l'antisécionniste et ça va mal se passer pour vous. Anouche. Alors, le premier point, militairement, je suis d'accord avec vous, et la victoire est nettement du côté d'Israël. Mais je voulais dire qu'en fait, le vrai perdant de cette histoire, c'est le peuple iranien. C'est le peuple iranien parce que l'exemple de la prison Evin qui a été mentionné est extrêmement éclairant sur ce point. En attaquant la prison emblématique des prisonniers politiques de l'Iran, l'armée et le gouvernement israélien savaient parfaitement ce qu'ils étaient en train de réaliser. L'État iranien, il faut faire un peu d'histoire. L'État iranien, à la fin de la guerre irano-irakienne, se retrouvait dans une situation analogue, c'est-à-dire une situation assez affaiblie. Il avait accepté l'accord international, mais immédiatement après l'accord, l'État subit une attaque de la part de l'armée de Saddam et des milices iraniens qui étaient collaborateurs de Saddam à l'époque. La première réaction de l'État iranien était de massacrer pendant quelques nuits entre 2000 et 3000 prisonniers politiques. Quand je dis massacrer, ce n'est pas métaphoriquement que j'utilise le terme. Donc, en attaquant la prison d'Evin, l'infirmerie, les salles de visite en tuant les civils, l'État israélien faisait le plan c'était faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire se montrer en fait libérateur du peuple iranien, mais en même temps, il le savait très bien que la réaction de l'État iranien va être une répression massive, voire le massacre des prisonniers. La loi qui vient d'être en fait votée contre la haute trahison a le statut rétroactif, c'est-à-dire que même les prisonniers qui se retrouvent avec les peines déjà en prison risquent leur vie dans la situation actuelle. Et c'est ça que je pense que c'est important de dénoncer cette collaboration entre l'État israélien et l'État iranien contre le peuple iranien. Alors, si vous me permettez rapidement, depuis le 7 octobre, je dis, Israël n'a jamais été aussi fort en termes de sécurité et de militaire jusqu'à aujourd'hui. Même 48, même, attendez, je fais, même 67, face à tous les pays arabes, l'Israël n'a jamais été aussi fort. L'Israël a décapité en grande partie le Hezbollah, le régime syrien, les milices irakiennes, le Hamas, le djihad, tout ça c'est vrai. Mais maintenant en Iran, c'est vrai, Israël a pris le contrôle, le monopole du ciel iranien. C'est vrai, on voyait les agents du Mossad un peu partout. Israël a réussi à assassiner Ismail Haniyeh dans l'endroit le plus sécurisé de la République islamique d'Iran. Mais c'est vrai aussi, je reste factuel. Factuel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout ça, c'est vrai, hein, autant qu'aperçu du contexte. Israël a lancé cette guerre contre la République islamique d'Iran pour 3 objectifs. 1. Détruire le programme nucléaire iranien. Le programme, il y a presque un consensus aujourd'hui que le programme fortement endommagé, mais il n'est pas éradiqué, il n'est pas détruit. Donc l'objectif n'est pas atteint. Le 2e objectif, c'est détruire l'arsenal balistique, parce que c'est avec ces missiles balistiques intelligents qu'on frappe le cœur d'Israël. Fortement endommagé. Mais par contre, l'infrastructure est encore là. Et le 3e, le plus grand, changer le régime. Il l'a dit, Benjamin Netanyahu, il y a un consensus en Israël. Le régime fortement affaibli.
mais le régime est encore là. Autrement dit, les trois objectifs fixés de la guerre par Israël ne sont pas atteints. Donc, on ne peut pas parler d'une victoire, on peut parler d'une victoire partielle, j'accorde, tout à fait d'accord, mais une victoire, non, la victoire n'est pas là, ni pour Trump, ni pour Khamenei, ni pour Benjamin Netanyahu. Je partage largement cette évaluation que si on peut parler d'un perdant, ce perdant n'est que le peuple iranien dans cette situation. Clément Vincent, je vous ai vu tiquer au début du propos d'Adel Bakawan. Non, enfin, la démonstration de force que fait Israël dans la région, je pense que il ne faut pas oublier qu'il y a eu quelques mois après le 7 octobre où Israël était sonné et se prenait des coups, coup sur coup. Bien sûr, Et là où il y a vraiment eu un retournement, c'est à l'été 2024. bien sûr. Donc c'est pas le 8 octobre que commence la remontada. Non, non. Il y a quand même eu Oui. des longs mois où on voyait les Israéliens être Bien sûr. touchés par des katyushas, etc. Enfin, Mais encore et rapidement, ils encore. se sont repris. Et ils se sont repris. Et de quelle manière? Enfin, on a vu, Oui, vous on avez voit, cité, bien voilà, sûr, bien sûr. là-dessus, il n'y a pas de débat. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas immédiat, mais ça reste impressionnant en un an de Ce qu'ils basculement. ce qu'ils ont fait avec le Hezbollah, c'est Mm. très, très impressionnant. Oui. Ce qu'ils ont fait avec ce qui se passe à Gaza, c'est une catastrophe. Moi, j'ai dit hier sur un autre plateau, c'est la honte pour l'humanité. Mais ce qu'ils font en termes militaires, c'est impressionnant. Ce qui peut-être différencie un peu le cas de l'attaque contre l'Iran, c'est que j'ai entendu beaucoup de discussions autour le fait que même avant l'attaque des États-Unis, à quel moment les États-Unis vont intervenir, à quel moment ils vont s'arrêter. Je pense que c'est finalement un faux débat. Parce que dès le début, c'était une attaque dans laquelle les puissances occidentales, et tout particulièrement les États-Unis, étaient impliquées. Imaginez une seconde s'il n'y avait pas les F-35 américains. Imaginez une seconde, je vais encore plus loin, si les Israéliens n'étaient pas sûrs et certains de la continuité des convois militaires des États-Unis pour pouvoir mener cette guerre. Donc c'était finalement ce déploiement de puissance, c'était un déploiement dans lequel les puissances occidentales et surtout les États-Unis étaient dès le début impliqués, ne serait-ce que par leur aide logistique pour mener cette attaque. Mais pas que les États-Unis, mais aussi le premier jour, la France, par exemple, Oui. qui a des désaccords structurels avec Benjamin Netanyahu. Le président Macron est monté en puissance, n'est-ce pas? Le torchon brûle même jusqu'à aujourd'hui entre les deux hommes, mais le même jour, le président de la République a apporté son soutien. Et bien évidemment, le système de défense aérien français, britannique, italien dans la région ont apporté leur aide à Israël. Autrement dit, c'est exactement la remarque que j'ai dit. L'Iran fédère les pays occidentaux autour d'Israël, mais Gaza divise. Oui, alors officiellement, nous avons défendu nos bases sur la région. Ça, c'est la Ce position. n'est pas ce qu'il a dit subtilité Emmanuel diplomatique. Macron. Il dit on protège la sécurité d'Israël. Oui, Ça, oui. c'était le mot qui a été Ça, prononcé. c'était immédiatement après, mais ensuite, à l'issue, le ministre des Armées a déclaré que on s'était contenté de défendre nos bases parce qu'on essaye de jouer une partition Oui, mais ce qui est dans la important, mesure du possible. Ce qui est aussi parmi les aides d'Israël face à l'Iran, il y a les pays du Golfe aussi Bien sûr, bien sûr. qui protègent, qui l'ont fait en avril dernier. En avril 24, quand il y a eu les premiers Bien tirs sûr. directs, et qui ont recommencé alors de manière beaucoup plus discrète, sauf pour la Jordanie, mais qui est dans une situation plus difficile. Mais oui, il y a ça aussi, il y a l'Occident élargi au Bien Golfe. sûr. Mais l'Arabie Saoudite a fortement participé, notamment les drones ou missiles qui passaient par l'Arabie Saoudite. La Jordanie, vous avez parlé. Donc, je voulais dire, il y a un consensus international par rapport à la sécurité d'Israël. Mais ça reste défensif. Mais offensivement, les États-Unis d'Amérique ont participé au dernier moment. Et Sur un autre rappelez-vous sujet, ça- pardon, je vous coupe, il y a nos amis de LCP, Assemblée nationale, salut les copains de LCP qui nous ont rejoints. Salut à tous, on parle d'Iran là jusqu'à 18h, on parlera de sommeil jusqu'à 19h. Je vous ai coupé la parole, Anouche Kanjipour, je vous en prie, pardon. Je voulais simplement faire une remarque. Rappelez-vous que Emmanuel Macron a fait exactement le même geste au lendemain de l'attaque du 7 octobre. Hmm. C'est-à-dire il avait proposé son offre
pour s'associer à l'armée israélienne pour attaquer Gaza. Donc, bon, je pense que même Netanyahou ne prend pas trop au sérieux les offres d'Emmanuel Macron. Question dans le chat Oui. de Christalgre, ce qui va peut-être ça va peut-être nous emmener un peu loin, mais je compte sur votre esprit de synthèse, messieurs. Christalgre, salut Christalgre, qui demande: en France, notre vision est très occidentale. Qu'en est-il des voisins directs de l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, la Turquie? Est-ce qu'ils ont des approches différentes vis-à-vis du régime iranien? Alors, moi, je C'est me des lance. pays très différents. Ma formule, c'est que l'Iran n'a jamais été aussi seul, aussi isolé, aussi abandonné. Ni la Russie, ni la Chine, ni Afghanistan, ni Pakistan, ni Turquie, ni Azerbaïdjan, ni Irak, ni Turquie, hein, aucun voisin proche ou lointain est disposé à s'engager dans cette guerre aux côtés du régime de la République islamique d'Iran contre les États-Unis d'Amérique et Israël. Mais par contre, il y a une condamnation. La condamnation reste à l'ordre de communication et ça ne va pas au-delà de ça. Il faut aussi, il y a quelque chose qui est dans tout ce contexte du Proche et Moyen-Orient depuis des années, de façon tout à fait singulière, c'est le rôle joué par Erdogan. C'est-à-dire un jeu extrêmement subtil, mais complètement malhonnête, en s'érigeant en tant que défenseur du peuple palestinien, du pays voisin qui a été attaqué, etc. Or, il se trouve qu'après le 7 octobre, Erdogan a continué à exporter des armes en Israël. Et là aussi, je pense que l'un des dirigeants très contents de la région, c'est Erdogan, qui voit son rival affaibli. Et surtout, là encore, je reviens sur mon propos initial, lui, avec l'Azerbaïdjan, ont depuis longtemps cette idée de grignoter un peu sur le territoire iranien du côté turcophone et l'Azerbaïdjan d'Iran. Et sur ce point-là, il y a une convergence avec le programme israélien. Bandini dans le chat, salut Bandini, il demande: mais comment on explique cet isolement? Par l'action déstabilisatrice qu'a eu l'Iran et la menace qu'il représente depuis 1979. En fait, si on prend, et pour un peu faire le tuilage avec la question précédente, dans le Golfe, il y a aussi ce soulagement de voir l'Iran affaibli, parce que l'Iran triomphant, à l'époque où le général Soleimani, donc, qui est l'architecte du programme expansionniste iranien, se vantait de régner sur 5 capitales arabes. Eh bien, ça perturbe, ça inquiète les puissances du Golfe. L'Arabie a des missiles qui lui tombent dessus depuis le Yémen, les Émirats aussi. Voilà, ça peut parfois aussi venir d'Irak. Donc il y a quand même un consensus que l'Iran est une force de déstabilisation et qu'il est bon qu'elle soit moins forte, cette force de déstabilisation. Ceci étant dit, l'inquiétude maintenant qui règne, c'est et si tout cela s'effondre, est-ce qu'il n'y a pas un chaos plus grand qui nous attend? Voilà, donc c'est une position un petit peu compliquée pour les voisins, en tout cas arabes, de la région. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les pays arabes d'une manière générale et les pays du Golfe d'une manière particulière souhaitent voir la République islamique, et je parle toujours de la République islamique, je ne parle pas d'Iran, je distingue les deux entités, parce que ça peut être bien évidemment deux histoires, deux récits différents, ne souhaitent pas forcément avoir la disparition de la République islamique dans le contexte actuel. Une République islamique à terre, affaiblie, fragilisée, pour l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats, pensent que c'est beaucoup plus avantageux qu'une République islamique d'Iran finie, mais au bout du tunnel, on ne voit aucune certitude, aucune solution, notamment la société iranienne, malgré le fait qu'il y a un nationalisme très fort, malgré une longue histoire, est fracturée en termes ethniques, en termes communautaires, en termes linguistiques, en termes géopolitiques. Et dans un cas
la République islamique d'Iran n'est pas l'Iran, n'est pas l'Irak, l'Iran n'est pas la Syrie. On ne peut pas parler de nation iranienne? Voilà, si on peut parler d'une iranité, il y a une iranité, mais malheureusement, on peut trouver des acteurs, chacun donne une définition à cette iranité. Et la République islamique d'Iran n'a pas facilité la tâche de développement d'un référentiel de l'iranité pour intégrer les différentes communautés linguistiques, ethniques, religieuses, confessionnelles, etc. Enfin, c'est un autre sujet. Mais bref, je voulais dire, oui, les pays du Golfe ne souhaitent pas vraiment, là, tout de suite. Et au contraire, les pays du Golfe avaient mis fortement la pression sur Donald Trump pour que cette guerre s'arrête là où il est, et pour que la négociation reprenne rapidement. Anouche? Il y a certainement, il y a certainement quelque chose comme iranité, mais je pense que la répression massive, l'injustice qui a régné depuis plus de 45 ans en Iran à cause de cet état de nature religieuse, agressif, répressif, corrompu, extrêmement corrompu, et tout ça, ça a créé un mélange de sentiments d'injustice de la part des minorités ethniques religieuses. Et ces mécontentements ou ces sentiments d'injustice ont créé effectivement des lignes de fracture au sein de la société iranienne. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même un plan et une menace de démantèlement de l'Iran à travers ces fractures qui existent dans la société iranienne. Bah alors justement, à cet égard, le premier vice-président Reza Aref a estimé qu'un changement de direction, selon ses mots, était désormais indispensable. Selon ses mots aussi, il ajoute que le pouvoir n'avait pas d'autre choix. On doit examiner avec lucidité et honnêteté si le chemin que nous avons suivi dans les secteurs sociaux et culturels au cours des 4 dernières décennies a répondu aux besoins de la société, ou si nous devons procéder à une révision courageuse de nos politiques pour servir la nation. C'est un doux rêve, tout ça, ça peut se concrétiser. C'est plus ou moins ce que Non, enfin, quand on vous regarde, vouliez dire. il y a deux choses. Pour moi, en tant que, connaissant un peu l'histoire de cet État, théoriquement, c'est impossible parce que quand on arrive à un tel niveau de corruption économique, mais aussi dans les mentalités des dirigeants de l'État iranien, faire marche arrière est complètement impossible. Deuxièmement, si on regarde les faits depuis le cessez-le-feu, de nouveau, il y a les plans de répression, y compris sur les femmes. Vous voyez, c'est quelque chose de complètement irrationnel. À ce moment précis où le pays a besoin de solidarité, de se retrouver un peu dans cette situation de guerre, ils ont recommencé à embêter les femmes pour les questions de voile. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de blagues et rumeurs dans les réseaux iraniens comme quoi voilà encore un plan de Mossad, parce que c'est tellement irrationnel qu'on se dit c'est impossible qu'un État fasse cette réaction dans cette situation. Vous avez 4 espaces d'opposition en Iran. Le premier espace se trouve à l'intérieur du régime. Il y a des dirigeants qui pensent autrement, qui ont d'autres visions, qui ont d'autres expériences. Ils ont accès à la communauté internationale et qui souhaitent voir, bien évidemment, la République islamique d'Iran, mais la République islamique d'Iran réformée. Mais cette opposition-là est instrumentalisée régulièrement par les Pasdaran, les gardiens de la révolution, par Khamenei lui-même, par le pouvoir. Le deuxième espace, c'est le mouvement de contestation que à chaque fois, il apparaît sous une forme, par exemple, le mouvement vert, Jean Azadi, n'est-ce pas, Femmes, Vie, Liberté, ou d'autres. Et ça, c'est un vrai mouvement de contestation à l'intérieur de l'Iran. Et ensuite, troisième espace, et là, ça devient, enfin, tout est intéressant, bien évidemment, mais les centres de pouvoir à l'échelle internationale avec qui on échange autant que think tank, ils prennent plutôt ce scénario aussi, c'est-à-dire l'opposition des marges. Des marges, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des Kurdes, même en termes géographiques, c'est la marge. Hein. Ce sont des marges. Des Kurdes, des Kurdistan, Arabistan, Baloutchistan, Turkistan, etc. Tout ça, c'est les marges de l'Iran, n'est-ce pas? Et ça existe, c'est une opposition armée. Il y a des mouvements armés, des partis armés soutenus par certaines puissances régionales, internationales, Israël, etc.
Là, et le dernier espace, et après je m'arrête, c'est l'espace d'exil. Allez, en exil, bien évidemment, on a des mouvements. Là, de quoi on parle? Bah, Est-ce que de la diaspora. voilà, non, globalement, de quoi il parle, les centres de pouvoir qui réfléchissent sur l'avenir de la République, du régime. Le premier scénario à l'irakienne, c'est-à-dire après 91, on a mis en place une zone d'exclusion aérienne, le régime de Saddam Hussein n'avait pas le droit d'aller dans ces zones-là. Là, on parle, par exemple, d'une zone dans Arabistan, ou Kurdistan, ou Balochistan, etc. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est opérationnel? Est-ce que ça vaut la peine? Ça, où on soutient directement le mouvement Femmes, Vie, Liberté, mais comment, mais quels dirigeants, mais quel programme? C'est un mouvement très très fort, mais c'est un mouvement sans programme, sans leader. Où on appuie sur les exilés. Les exilés, oui, d'accord, ils sont très médiatisés, mais ils n'ont pas des profondeurs au sein de la société iranienne. Les raisons sont multiples. Et là, on revient encore une fois sur cette tranche modérée au sein du régime. Est-ce qu'on va travailler avec Pezeshkian, avec son gouvernement ou pas? Autrement dit, on est vraiment entré dans les zones des incertitudes. Je pense que ça fait longtemps que cette possibilité de, en fait, concevoir comme alternative les modérés, c'est derrière nous. C'est-à-dire avant même fin vie liberté, cette alternative était complètement inexistante parce que des gens qui représentent la modération aujourd'hui en Iran, eux-mêmes, ils sont extrêmement économiquement, une grande partie corrompus, et politiquement extrêmement impuissants. Et finalement, vous voyez, les gouvernements mis en place sont finalement, jouent le rôle d'intendance interne. Et pour compléter votre propos, la région arabophone iranienne ne constitue pas, comme vous dites, Arabistan. On n'a pas d'Arabistan. On a Kurdistan, Baloutchistan, mais il n'y a pas d'Arabistan. Il y a Ahvaz. Eux, ils disent Arabistan. Non, les opposants, quand on parle avec eux, ils disent Arabistan. Je ne suis pas sûr. Si, je les ai rencontrés, ils parlent parce d'Arabistan. que Arabistan, en persan, Arabistan... C'est plus percutant. Non, parce qu'en persan, comme vous le savez, Arabistan, c'est l'Arabie. Ils ont intériorisé la terminologie, mais peut-être vous avez raison, c'est Ahwaz. Voilà. C'est Manatre Ahwaz. Non, pour la simple raison... Pour la simple raison terminologique, Arabistan en persan, c'est l'Arabie Saoudite. Donc, on ne peut pas avoir deux Arabistan. Donc, vous voyez. Oui, Vincent, je voulais dire juste une phrase. Moi, je suis parfaitement, autant Adelbakan, je suis parfaitement d'accord par rapport à votre analyse sur les modérés. Et c'est une erreur stratégique, mais malheureusement, ce n'est pas Adelbakan qui décide. Mais les centres pouvoir, ils cherchent toujours, malheureusement, la solution. Si je peux dire, moins pire, même si moins pire, c'est existe. Ils sont fiches, pardonnez-moi pour parler comme ça, royalement des intérêts du peuple iranien. Mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. Ce qui intéresse, c'est comment éviter le chaos. La seule chose qui hante maintenant la communauté internationale, comment éviter le chaos. C'est pas comment mettre en place, comment aider les Iraniens pour avoir accès à la démocratie, la justice sociale, etc. Non, comment éviter le chaos. Clément Vincent. Oui, c'est la chance incroyable et indue du régime, c'est qu'il n'a pas d'opposition en face, structurée, solide, qui puisse lui tenir tête. Et il va jouer, je suis tout à fait d'accord avec vous, sur le fait que les modérés, on les sort un peu pour agiter. Et à ce titre-là, la déclaration du vice-président, c'est pas un doux rêve, c'est un somnifère qui est donné à qui veut le prendre. Et voilà, mais c'est pas lui qui décide. Et deux, on sait très bien que c'est pas sérieux, cette approche. Ça signale tout de même une conscience qu'il faut au moins dans les discours essayer de rattraper un brin de légitimité parce que la répression toute seule suffira pas, si elle suffira dans les rues, mais en termes d'image, faut un peu travailler sur les discours. Alors justement, vous dites c'était pas lui qui décide, peut-être qu'on peut faire un peu de pédagogie, notamment pour ceux qui nous rejoignent. Qui est-ce qui décide en Iran aujourd'hui ? Principalement le cercle de pouvoir qui consiste gardien de la révolution, les conservateurs durs qui sont eux-mêmes, qui font partie des gardiens de la révolution ou anciens gardiens de la révolution ou des collaborateurs ou des complices avec des intérêts financiers. Et ils ont comme la tête et en même temps porte-parole de leur discours le guide suprême iranien
qui annonce la politique officielle, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Pourquoi c'est une erreur de parler de régime des mollahs? Parce que Qu'on entend dans la média, puis peut-être qu'on a entendu peut-être un peu sur France Info, à tort certainement, peut-être dans ma bouche aussi. Parce que les gardiens de révolution ne sont pas des mollahs, tout d'abord. Deuxièmement, après 45 ans d'histoire de cet État, il y a quand même une grande partie de non-mollahs ou de, vous voyez, des gens qui n'ont pas fait forcément des écoles religieuses, mais qui adhèrent complètement à ce discours et qui font partie de cet État et de ses dirigeants. Donc c'est un peu par facilité, pas tellement En exact. fait, Par cette nostalgie. question, Ça rappelle les premiers temps du régime où là, il y a quand même, c'était porté par Exact. des religieux et la légitimité religieuse était fondamentale. Khamenei a été bombardé ayatollah alors qu'il n'était pas à ce niveau-là Voilà. dans le clergé chiite, mais il fallait le faire comme voilà, le fils du roi devient général à 24 ans. Enfin non, ça. Bonaparte était capable, mais à 18, mettons, et parce que il est nécessaire qu'il le soit. Ou si maréchal, voilà. Enfin, En fait, je pense que cette question est posée, mais sauf erreur de ma part, peut-être c'est pas parce qu'en fait, sur plusieurs plateaux, j'ai corrigé des journalistes lorsqu'ils Mais vous avez eu certainement raison de le faire. lorsqu'ils disaient, Je pense que c'est une facilité, on me c'est ce posait qu'on appelle une béquille. on me posait la question sur le régime des moullas. Je dis non, il faut, pour être factuel, la terminologie du moullah appartient à l'espace sunnite. L'Iran, c'est l'espace chiite. En Iran, on n'a pas des mullahs, on a des ayatollahs, on a des archondes, etc. Donc, si vous voulez vraiment donner la dimension religieuse à ce régime, vous dites le régime des ayatollahs. Mais par contre, si vous voulez donner dans un espace sunnite la dimension religieuse par exemple, en Afghanistan, à un régime, vous dites le régime des mullahs. Et donc, pour être pédagogue, les mullahs appartiennent à l'espace sunnite et les ayatollahs à l'espace chiite. Par exemple, dans le monde sunnite, nous n'avons pas des ayatollahs. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est utile pour la clarté de notre discussion. Il faut quand même nous rappeler de quelqu'un qui est un grand responsable de cette catastrophe, qui est Ahmadinejad, celui qui a commencé ce jeu de propagande avec Netanyahou lors de ses premiers mandats, et Ahmadinejad qui était farouchement anticlérical et qui représentait les conservateurs les plus durs de l'Iran. Donc vous voyez un peu la contradiction. Il était contre les mollahs et lui-même, il représentait le discours le plus dur à l'intérieur de cet État. Oui, tout à fait, oui. On parle beaucoup de la succession du guide suprême. Est-ce que c'est une question déjà qui se pose, ou alors c'est un truc de journaliste? Qui pourrait lui succéder? Est-ce que c'est à l'ordre du jour? La question Ou est-ce qu'on s'en fiche un peu finalement? Non, la question est sérieuse et sérieusement posée parce que le guide est très très âgé là, donc il n'est pas si jeune, très âgé. Le guide est malade, c'est pas un secret, tout le monde sait qu'il est malade. Troisièmement, la succession du guide quand même détermine en partie l'avenir de la République islamique d'Iran. Mais personnellement, je pense que le régime, s'il reste en place, est tout à fait disposé. Le régime dispose des ressources considérables pour remplacer sans aucun problème le guide. Autrement dit, vous l'avez très très bien dit, le guide est le porte-parole. Le guide symbolise le régime, mais le guide n'a pas toutes les décisions. Le guide ne nous détermine pas. Si je dois identifier un acteur qui oriente les grandes stratégies du régime, ce sont les pasdaran. Et à la tête du pasdaran, il n'y a pas une personne. On le décapite et c'est fini. Non, c'est un système, c'est une institution. Je ne partage absolument pas le diagnostic de certains collègues lorsqu'ils me disent les pasdaran, les gardiens de la révolution, sont l'État dans l'État. Non, ils sont l'État. Ils ont l'État. L'État, c'est eux-mêmes.
C'est eux qui déterminent. Et si ça arrive très très mal pour le régime, j'exclus absolument pas d'avoir un général, un grand général des Pasdaran à la tête, à la place de Ali Khamenei et instaurer une dictature militaire totalement. Mais on n'est pas là. Bien sûr, on n'est pas là. Anoush Kanjipour. Euh, Je laisse cette question sur la succession du guide suprême à mes collègues et mes voisins. Mais il y a un fait qui est important, encore une fois, c'est qu'il s'agit, comme vous dites, il s'agit pas de Daesh ou de Taliban, il s'agit d'un État qui a sa structure, sa raison, et effectivement ses sources. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de juste quelques commandants ou dirigeants qui décident tout seuls, etc. etc. Donc, oui, la succession, ça m'intéresse pas tellement, si vous voulez, parce que je pense pas qu'il y ait des changements, des volte-face, des changements radicaux d'une personne à l'autre. On va voir un État semi-démocratique, ouvert, etc. Non. Vous ne croyez pas du tout, Clément Vincent? Alors oui, c'est vrai qu'il y a... Bon, vous avez remarqué que dans ma question, je vous ai demandé si c'était une bonne question ou pas. Donc là, en l'occurrence, c'est une semi-bonne question. C'est bon. Effectivement, il n'y aura pas de changements fondamentaux, mais ça reste une bonne question. Et on voit que pendant la guerre des 12 jours, il y a eu cette question de voilà, décapiter ou non Khamenei ou pas, et que lui-même, en réponse, a fait savoir, mais j'ai donné 3 noms au conseil des Pasdaran, etc., etc. Donc, en clair, vous inquiétez pas, la succession est assurée, et puis si vous me tuez, il y aura quelqu'un d'autre derrière. Ce qui peut être intéressant, ce serait de voir l'épaisseur de l'intéressé, pour voir si on file vers une dictature militaire avec un paravent religieux, ce qui est déjà en train enfin, la pente actuelle, ou s'il y aura un retour du religieux, enfin, ce qu'on souhaite pas, mais voilà. Ou si, troisième option, qu'on ne peut pas enlever, à la mort du guide, les coups d'État militaire en disant, ben voilà, ça nous permet en plus de mettre tous les contrats à zéro, avec l'Occident, regardez, on n'est plus du tout le même régime, on reste le même régime, mais officiellement, on en change. Et rien, enfin, tout change pour que rien ne change, pour le coup. Mais ça me paraît, cette possibilité me paraît assez lointaine et pas tout à fait réaliste pour la simple raison, un coup d'État avec à la tête un chef des gardiens de la Révolution ou un chef militaire veut dire déjà un changement radical de cet État, dans le sens où sans l'écorce idéologique, cet État ne sera pas le même. Donc on ne peut pas dire qu'on va mettre complètement l'aspect religieux de côté pour donner le pouvoir à un commandant militaire qui n'a aucune légitimité, même à l'intérieur de ce discours de propagande et de l'idéologie de l'État iranien. Messieurs, il est 17h58, passé de 55 secondes, c'est quasiment l'heure de nous quitter, mais c'est peut-être d'abord l'heure du mot de la fin ou celui de la suite, Adel Bakhavan. Oui, il ne faut pas comparer la République islamique d'Iran au régime de Saddam Hussein, au régime de Bachar al-Assad. Là, on avait deux personnalités, vous décapitez Saddam Hussein, tout est fini. Le Baas, le régime, le parti. Là, vous assassinez Ali Khamenei, il y aura un autre Ali Khamenei, on a décapité le chef des gardiens de la Révolution, il y a eu le lendemain un autre chef, on a décapité le commandant en chef de l'armée le lendemain. Il y a un système. Il faut comprendre que les Pasdaran, ce n'est pas une personne. La République islamique d'Iran n'est pas une personne. C'est un système. Tant que le système est là, il est fort probable que la situation continue. Je voulais dire et redire que la lutte contre cet État doit être menée par le peuple iranien, qui est le seul légitime. Toute prétention à envoyer des bombes et des avions pour libérer les Iraniens, on a vu déjà plusieurs fois les résultats partout dans cette région. La Libye, la Syrie, l'Irak, etc., etc. Donc j'invite vos éditeurs à être extrêmement méfiants vis-à-vis de cette propagande israélienne. Et pour ces deux raisons tout à fait valides, il faut privilégier l'aspect diplomatique de la résolution pour que l'Iran trouve sa place juste et un bon régime pour les Iraniens tout ensemble.
Merci Clément Vincent, merci Anouche Ganjipour, merci Adel Bakawan. Il est 18h passé de 27 secondes. Merci à tous les trois, merci pour vos lumières. Je vous remets entre les bras estivaux, mais certainement plein de fraîcheur de l'excellent Camille Rio qui devrait vous permettre de rejoindre le parvis brûlant, quoi qu'il paraît qu'il pleut dehors, de la maison de la radio et de la musique. On quitte Téhéran, les gardiens de la révolution, les tentations nucléaires, pour rejoindre les bras de Morphée, le dieu des rêves, qui est le fils d'Hypnos, le dieu du sommeil, d'Onyx, la déesse de la nuit. On va parler pendant 1 heure de sommeil. Pourquoi on va en parler? On va en parler parce qu'il s'avère que si on passe une bonne partie de notre vie dans notre lit, eh bien on dort, semble-t-il, de moins en moins, et ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Aussi s'en est-il trouvé pour penser qu'il fallait remettre le sommeil à sa juste place, c'est-à-dire au centre de nos vies d'humains, et non plus en périphérie de nos quotidiens de travailleurs ou d'esclaves de nos écrans. Bonsoir Paul Klotz. Vous êtes... pour votre invitation. Mais merci d'y avoir répondu favorablement. Vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes normalien, vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes auteur d'un cycle intitulé La nouvelle condition sociale. Votre dernier rapport s'appelle Le sommeil, la lutte sociale du siècle. On va en parler pendant une bonne heure. À mes côtés, Pierre-Alexis Geoffroy. Vous êtes professeur de médecine à l'université Paris-Cité. Vous êtes psychiatre, président du Collège national des enseignants de médecine du sommeil. J'ai tout bon? Oui, merci. Et en face de moi, docteur Alice de Sanctis. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes responsable du centre de sommeil du centre hospitalier de Versailles. J'ai tout bon? Oui, exactement. Alors, avant de mettre les mains dans le cambouis, alors ça c'est peut-être plus pour vous, pour le volet médical, peut-être qu'il faut faire un peu de lexique. On va parler du sommeil. C'est quoi le sommeil? Vous avez 3 heures. Ah oui, c'est ça. C'est une très très bonne question. Bon, c'est tout simplement un état qu'on pensait d'abord très passif initialement et qu'on sait être finalement très très actif, puisque le sommeil est tout à fait vital et c'est un phénomène obligatoire dans lequel on va se régénérer, on va récupérer un ensemble de fonctions tout à fait nécessaires à la vie. Mais écoutez, c'est une question que je pose souvent à mes internes. Qu'est-ce que c'est pour vous un bon Vous n'êtes pas sommeil? sympa. Hein. Qu'est-ce que c'est pour vous un bon sommeil? Et les internes répondent de façon diverse et variée. Un bon sommeil, c'est quand je dors 8 heures. Un bon sommeil, c'est quand je rêve. Un bon sommeil, c'est quand je m'endors tout de suite. Et tout ça est vrai. Mais en fait, le bon sommeil, c'est quand on a un bon éveil. Le bon sommeil, c'est ce qui nous permet d'être en forme pendant la journée. Donc, on pourra développer après. Il y a des longues dormeurs, des courts dormeurs, des gens du soir, du matin, des personnes qui dorment 4 heures, des personnes qui dorment 8 heures. Mais s'ils sont en forme pendant la journée, effectivement, on peut dire que le sommeil est bon. Et pour Paul Klotz, ça serait donc la lutte sociale du siècle. Pourquoi c'est la lutte sociale du siècle, Paul? Oui, alors effectivement, moi je ne suis pas médecin, donc je ne serais pas capable de donner une définition scientifique du sommeil. En revanche, ce que j'ai constaté, et je pense que tout le monde peut faire ce constat, c'est qu'il concerne globalement un gros tiers de nos vies. Si on dort à peu près 8 heures par nuit. Quel ne fut pas mon étonnement de voir que d'une part, il se dégradait considérablement à la fois quantitativement et qualitativement. Toutes les statistiques le montrent. Et puis de constater aussi qu'il n'existait pas du tout dans notre édifice institutionnel, dans notre conception politique de la vie en société. Le sommeil, il n'existe pas, par exemple, dans le droit. Il est toujours appréhendé par la question du repos ou par des sujets périphériques. Donc j'ai voulu m'intéresser à ce sujet et regarder comment est-ce qu'il pouvait aussi accélérer les inégalités entre les individus, quelles étaient les différences de sommeil, leurs reflets sur nos comportements, etc. Alors Paul, vous vous intéressez aux manières de réhabiliter la vie sensible face aux transformations du vécu contemporain. Vous militez pour un droit au sommeil. Et dans un post LinkedIn, parce que je vous ai un peu stalké, vous dites « Un chiffre me sidère ». Peut-être que vous ne vouliez pas que ce ton-là, mais ça va être comme ça. Ouais. 44% des 15-19 ans disent rogner sciemment sur leur temps de sommeil pour passer plus de temps sur leur téléphone. Nous vivons une bascule anthropologique dont nous peinons encore à mesurer les conséquences. En 50 ans, nous avons perdu 1h30 de sommeil. Alors, ma question, elle est pour vous, mais je vais d'abord... Ma question que j'ai à vous poser, c'est pourquoi on parle de bascule anthropologique. Mais d'abord, je vous demande peut-être à vous deux, est-ce qu'1h30, c'est beaucoup? 1h30, c'est énorme. Alors c'est énorme parce que quand déjà on étudie la plainte de sommeil et les traitements qui améliorent le sommeil, on avait amélioré de 20 minutes, 30 minutes le sommeil des gens. Donc 1h30, c'est une privation considérable de sommeil. Après, comme le disait Alice, 1h30, ça veut rien dire au niveau individuel. C'est des estimations populationnelles en moyenne. C'est une alerte parce que le besoin de sommeil en moyenne est autour de 7 à 8 heures chez les adultes. Les enfants dorment un peu plus. Ils ont plus besoin pour leur développement du sommeil. Là aussi, c'est tout à fait vital pour un bon développement. Et donc, la deuxième alerte et le deuxième message peut-être déjà qu'on peut donner à ce stade-là, c'est que dans ces 1h30, finalement, en fait, le coût le plus important est payé par les jeunes et notamment par les enfants. Or, c'est justement là qu'ils ont besoin d'avoir un bon sommeil pour pouvoir se développer correctement, être au maximum de leur performance, mener à bien leurs études, etc., etc. Alice?
C'est vrai qu'on a perdu 1h30 de sommeil et c'est vraiment un problème de santé publique réel, comme Pierre-Alexis a justement dit. La question qui se pose, effectivement, est-ce qu'il y a une part liée aux inégalités sociales, c'est-à-dire que qui sont les personnes qui dorment moins et pourquoi on a perdu 1h30 de sommeil. Alors on peut dire que probablement, comme c'est depuis le développement des transports en commun, aujourd'hui, pour aller travailler plus loin, si on n'habite pas peut-être proche de son lieu de travail, on prend les transports en commun. Les transports en commun sont clairement du temps qu'on enlève au sommeil. Et on sait que c'est les populations plus défavorisées qui vont travailler plus loin, par exemple. Quand on n'a pas une éducation à l'hygiène du sommeil pour x, y raison, des parents qui font attention au sommeil, etc., effectivement, les enfants et les adolescents surtout, ils peuvent être sur leur écran plus longtemps le soir et donc cette dépendance aux écrans provoque un manque de sommeil. Et après, il y a certaines habitudes qui se sont installées, comme le fait, la série télé. La série télé qui dure 40 minutes, quand on arrive à 11 heures et on est au 3e épisode et on veut regarder le 4e, on se dit, allez, encore un. Et bien forcément, on va se coucher à minuit. Et donc tout ça fait que on a perdu du sommeil et il faut s'interroger sur quelle population effectivement est la plus impactée. Effectivement, alors je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sur ces causes profondes. Vous parlez de la série, le streaming. Moi, j'y vois le symptôme de ce que j'appelle et que d'autres appellent le capitalisme extractiviste. Et on aura l'occasion de le détailler plus. Mais avant de ça, pour répondre à votre question sur la raison pour laquelle je parle de bascule anthropologique, c'est... je vais vous citer des chiffres que moi j'ai lus. Alors, pour l'un... dans un livre qui s'appelle Jean Verdon, la vie quotidienne au Moyen-Âge, il établit le fait qu'au Moyen-Âge, un homme dort en moyenne entre 7 et 8 heures par nuit et une femme entre 8 et 9 heures. Et puis il y a Jonathan Crary, qui est un auteur américain qui a écrit un livre très célèbre qui s'appelle 24/7 sur le sommeil, qui dit qu'au début du XXe siècle, certaines couches de la population dormaient jusqu'à 10 heures par nuit. Je ne sais pas si scientifiquement c'est vérifié, en tout cas c'est les sources que j'ai trouvées. Et donc, c'est là que je parle de bascule anthropologique. Ça correspond à... Qui sont ces gens Jonathan... à ce moment-là? Non, on parlait de couches de la population. Pardon. Alors, en fait, il parle des travailleurs. Il parle des travailleurs et il explique que donc cette bascule que je qualifie d'anthropologique parce qu'elle concerne justement toute la population active qui est exposée à des facteurs de dégradation du sommeil supplémentaire, les écrans, les transports en commun, reconfigure complètement notre rapport à l'existence. Et c'est un phénomène global qui, effectivement, n'échappe à personne, mais qui fait le plus mal à certaines personnes. Je pense notamment aux personnes les plus précaires. On a parlé des jeunes, mais il y a aussi la question des personnes les plus précaires. Dès la maternelle, un enfant d'ouvrier déclare dormir 10 minutes de moins qu'un enfant de cadre. Et les personnes qui se déclarent en difficulté financière dorment déjà 20 minutes de moins que les personnes qui se déclarent en situation aisée. Donc il y a à la fois un facteur favorisant avec la jeunesse, un facteur favorisant avec la précarité. Et donc on est dans une forme de nouvelle configuration de l'organisation sociale qui me paraît problématique. Pierre-Alexis. Oui, peut-être je voudrais, d'abord c'est très intéressant, merci Paul, mais il y a des facteurs nouveaux qui sont apparus, parce que c'est vrai que cette société a évolué, et notamment a évolué avec tout ce qui est télétravail, avec Zoom, avec Teams, enfin bref, avec toutes ces plateformes qui permettent des réunions à distance. Et on avait réalisé une étude pendant le Covid pour voir un peu justement quels étaient les déterminants, les changements d'habitude de vie qui allaient conduire en fait à de l'insomnie, à des troubles du sommeil. Et de manière très intéressante, en fait, le télétravail est un facteur de risque en soi. Donc c'est des nouvelles modalités de travail et voilà. Et l'absence de déconnexion entre travail et boulot. Et c'est vrai que dans certaines professions, et ça rejoint un peu certains éléments que vous avez dit par rapport à ce qu'on attend dans notre société, dans le travail, c'est on attend que les personnes soient disponibles tout le temps, n'importe quand. Et le télétravail permet finalement de pouvoir être joint n'importe quand, à n'importe quel moment. Et cette absence de déconnexion entre le travail et son environnement personnel engendre, et c'est très bien démontré, des altérations du sommeil, et notamment une diminution du sommeil. Et comme le disait Alice, si avec une diminution du sommeil, ça serait pas bien grave. Le problème, c'est que cette diminution, elle va impacter la santé en aigu,
On a plus de somnolence, voire plus d'accidents, plus de choses comme ça. Mais elle va aussi impacter la santé à long terme, que ce soit la santé physique, plus de cancer, plus de maladies cardiovasculaires, une mortalité plus importante, mais aussi la santé mentale, plus de suicides, plus de dépression, plus de troubles anxieux. Je te rejoins complètement parce que la semaine dernière, par exemple, j'ai eu dans ma pratique des cas de personnes qui me disaient, ben, vous savez, moi, c'est pas que la lumière, parce que je fais mes mails le soir, je regarde mon téléphone, mais c'est le contenu de mes mails de travail. Donc, il y a l'exposition à la lumière, donc l'arrêt de la sécrétion de la mélatonine, mais aussi le contenu des mails qui peut provoquer effectivement des ruminations, une anxiété, qui font que les personnes, effectivement, après, ont du mal à s'endormir. Et donc, le droit à la déconnexion, effectivement, c'est quelque chose qui peut protéger de ce problème et qui peut protéger aussi notre sommeil en général. Paul, vous militez pour un droit opposable au sommeil. Alors que comment on pourrait mettre ça en œuvre? Que ça recouvrerait quoi? On l'inscrirait dans la Constitution? Il y a quoi derrière ce que vous proposez? Mais alors concrètement, la raison pour laquelle je propose ce droit au sommeil, c'est parce que j'ai fait un constat. Le droit, de manière générale, et particulièrement les libertés fondamentales, ont pour caractéristique essentielle de sanctuariser le corps humain, sanctuariser la chair, protéger le bien-être. C'est ce qu'on voit avec la liberté de mouvement. On a le droit de se déplacer comme on le souhaite. C'est ce qu'on voit avec l'interdiction de la torture. C'est ce qu'on voit avec la protection de la vie privée. Et on ne le voit pas avec le sommeil qui, comme je disais, concerne un tiers de la vie. La seule chose qui se rapproche le plus peut-être d'un droit au sommeil, c'est l'article 31 de la Convention internationale pour la protection des droits de l'enfant qui dit que l'enfant a le droit au repos et au loisir. Donc ça me paraît être une béance qui par ailleurs traduit les représentations culturelles qu'on a autour du sommeil, le fait que ça n'ait jamais été présenté comme un sujet politique d'importance en dit long. Et donc sur le droit au sommeil concrètement, si on permet à chaque personne de pouvoir se prévaloir de, mettons, 8 heures de sommeil par nuit, dans la Constitution. Mais alors, on n'écrira pas 8 heures dans la Constitution, évidemment. La norme est toujours générale et impersonnelle. On aurait un fondement juridique qui permettrait de combattre, par exemple, les producteurs d'algorithmes qui ruinent l'attention des enfants dans les réseaux sociaux. Donc, une base juridique pour s'opposer à certains acteurs de la tech, aux réseaux sociaux, à TikTok. Mais qu'est-ce que vous leur opposeriez? Enfin, vous, qu'est-ce qu'on opposerait à ces gens-là? Je vous dirais, mais vous êtes tout à fait libre de consommer ou pas ce que je vous propose. Oui, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une altération du discernement chez les plus jeunes qui ne sont pas capables de pouvoir se détacher de l'algorithme, mais qui, par contre, se plaignent d'un manque effectif de sommeil et qu'il y a une atteinte disproportionnée qui est portée à leur droit au sommeil, précisément parce qu'ils ne sont pas en état, du fait de la puissance addictive de l'algorithme, ils ne sont pas en état de pouvoir y échapper et s'en séparer. On aurait aussi cette base juridique qui permettrait de lutter contre d'autres phénomènes. Je pense particulièrement au phénomène de la pollution sonore, qui est éminemment contemporain, qui coûte à la société 147 milliards d'euros par an. Et puis des situations comme le management toxique ou abusif dans le milieu de travail, quand on vous force à travailler à son nuit. Alors il ne faudrait pas dire « j'ai pas dormi une fois 8 heures ». J'intente une action en justice. Non, il faudrait caractériser une atteinte répétée, sur le même modèle juridique que le harcèlement. Vous voyez, mais je pense que c'est une idée qui est importante parce que je trouve étonnant que le sommeil ne figure nulle part. Voilà. Pierre-Alexis. Oui, mais moi je comprends votre question et Paul, enfin moi je trouve que c'est une proposition vraiment qui est tout à fait géniale. D'abord parce qu'il y a des leviers très concrets qu'on pourrait mettre en place, le fait de l'inscrire comme droit. Mais en fait, il y a des leviers aussi indirects, au-delà de leviers concrets. Et il y a une très belle étude qui vient de sortir, qui va tout à fait dans le sens de la proposition de Paul. Il y a l'effet médical, physiologique qu'on va mesurer de la privation et de la perte de sommeil de manière directe, quoi. Et il y a une étude qui vient de sortir, et ils se sont dit, bon, on va regarder dans 20 pays dans le monde, finalement, la durée de sommeil en moyenne de la population, et puis on va regarder leur santé. L'hypothèse, c'était évidemment ceux qui dorment le moins, ceux qui privent le plus, c'est ceux qui vont être en moins bonne santé. Et bien, c'est pas tout à fait ce qu'ils ont trouvé. Effectivement, globalement, au niveau individuel, plus vous vous privez de sommeil et plus vous êtes en mauvaise santé. Mais ce qu'ils ont aussi observé, c'est que par rapport à la norme culturelle du pays, quand vous êtes en décalage par rapport à ce que la culture attend de vous sur votre sommeil, et ben ça induit un stress. Et ce stress, il a un impact qui est encore plus grand que la privation elle-même de sommeil. Autrement dit, par exemple, chez nos adolescents, comme tu le disais Alice, qui vont se coucher tard le soir, et ben ils sont attendus à l'école à 8h15. Ils doivent être performants, ils doivent être éveillés.
Et si un adolescent, il dort sur sa table à ce moment-là, eh ben, il va se faire chambrer par ses petits copains, par les profs, etc. Et ce stress, cette pression sociale, eh ben, elle génère plus de stress et plus de mauvaise santé que la privation elle-même. Donc avoir un droit, poser ça comme étant un droit de sommeil, c'est aussi changer un peu ces aspects culturels et probablement en fait avoir un des leviers autres que, enfin il y aura des leviers concrets, mais voilà des leviers indirects. Et je trouve ça vraiment, vraiment assez génial, quoi. Ne demandez pas forcément la parole, hein, allez-y, prenez-la. En fait, moi, je suis d'accord avec vous deux. Il faut changer de point de vue. Si on reprend l'histoire, on s'est intéressé au sommeil toujours dans une optique, comme tu disais, Pierre-Alexis, de productivité. On a commencé à s'intéresser au sommeil pendant la révolution industrielle parce que avant on se levait, on se couchait avec la lumière du jour, avec la révolution industrielle, avec la lumière électrique, on pouvait faire autre chose quand il y avait pendant la nuit. Autre chose qui était des loisirs, mais qui était sûrement aussi travailler. Et donc, pendant la révolution industrielle, dans cette époque-là, il fallait être productif, il fallait avoir des heures de sommeil, des heures de repos qui n'étaient pas forcément adaptées. Le sommeil était vu comme quelque chose de pas forcément positif, parce qu'on ne produit rien quand on dort. Donc, il y a eu ce point de vue-là. Après, dans le XXe siècle, avec le développement des neurosciences, les scientifiques ont commencé à s'intéresser au sommeil en disant « Ah, quand on dort mal, on a moins d'attention, moins de concentration, on produit moins, on travaille moins. » Et donc, toujours, on a regardé le sommeil et on essaie de le protéger dans l'optique d'une productivité. Et c'est justement ce que tu disais, il faudrait changer de paradigme, changer de point de vue et regarder au sommeil comme un droit à la santé, parce que quand on dort bien, il ne doit pas y avoir un regard social sur la personne qui dort plus, sur la personne qui dort selon ses horaires. Il est en fait juste en train de protéger sa santé, et donc il faudrait enlever ce regard social sur les personnes qui ont besoin de dormir plus, de dormir moins, de se réveiller plus tard, de se réveiller plus tôt. Il faut effectivement considérer le sommeil comme une valeur de santé publique. Paul. Je suis complètement d'accord, et même pour aller plus loin dans l'idée de ce droit au sommeil, je pense qu'il convient de préciser que un droit au sommeil, c'est pas du tout l'ingérence de l'État dans la chambre des individus, parce que j'ai entendu ce type de critique à la suite de la publication de ma note. Alors, développer un peu, c'est intéressant. L'idée qu'est-ce que vous que il voudrait nous dire comment on doit dormir. Il voudrait nous dire quand on doit se coucher, à quelle heure on doit se lever. Non, c'est absolument pas ça. Il est absolument pas question que l'État ou la puissance publique donne une prescription morale et dise aux gens voici comment vous devez dormir. Là, on parle d'un droit reconnu à l'individu dont il peut se prévaloir s'il le souhaite parce qu'il considère que la situation dont il est victime est trop difficile pour lui. Et précisément, cette difficulté, elle concerne avant tout les personnes précaires, les jeunes, les personnes qui n'ont pas toujours les moyens de se défendre. Donc, c'est absolument pas une forme d'ingérence dans la team comme on a pu l'entendre. Ce que je voudrais préciser aussi par ailleurs, par rapport à ce que vous disiez sur une approche seulement productive du sommeil, moi je vous rejoins complètement. On a cette idée que... Le sommeil a très mauvaise presse en fait, depuis Par très ailleurs, longtemps. Le sommeil, c'est le truc des paresseux finalement. Ce qui paresseux, dont vous parliez tout à l'heure d'Hypnos, le frère jumeau d'Hypnos, c'est Thanatos, donc, qui est le dieu de la mort. Donc voilà, il y en a un qui vit à la surface de la Terre, l'autre qui vit sous la Terre, mais ce sont deux frères jumeaux qui en fait symbolisent tous les deux l'inconscient, qu'il soit éternel ou temporaire. Et puis ça, on le voit effectivement dans la révolution industrielle, on le voit aussi aujourd'hui dans nos imaginaires de consommation. Aujourd'hui, dans la télévision, dans le cinéma, le héros contemporain, c'est celui qui fait sa Miracle Morning en se levant aux aurores, qui travaille très tard dans la banque d'affaires ou dans le conseil, qui ne compte pas ses heures, et son temps de vie, en fait, est corrélé à sa réussite, son temps de vie éveillé, j'entends pas. Et c'est ces représentations-là qu'il faut s'attaquer directement à la racine. Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Après, il faut revenir un petit peu à la physiologie, au chronotype de chacun et faire passer le message que chacun est différent. Il y a des personnes qui ont besoin de moins de 6 heures de sommeil, ils sont des chanceux. Tant mieux pour eux, ils peuvent dormir 5 heures ou 6 heures et être en forme. Il y a des personnes qui ont besoin de 8, 9 heures de sommeil. 8, c'est encore normal, mais 8 heures et demie, 9 heures, ça voudrait dire se coucher à 10 heures et se réveiller à 6 heures et demie, 7 heures. Donc, pour quelqu'un qui arrive à la maison après le travail à 8 heures, c'est compliqué. Vous voyez, donc, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut corriger facilement parce que le chronotype est spécifique à chacun.
Là, ce que tu soulignes sur ça aussi, c'est qu'il faudrait aussi une certaine liberté d'organisation de son temps de travail, hein, avec une certaine confiance. On est dans un pays où c'est l'organisation du temps de travail, la liberté donnée à chacun pour respecter à la fois, comme tu dis, son horloge interne, c'est-à-dire il y en a du soir, il y en a du matin, etc. Les adolescents sont plutôt du soir et donc sont en grande difficulté. Et nous, les chronobiologistes, on se bat pour reculer au moins d'une heure le début de la scolarité. Il y a On va des commencer à quelle heure? À 9-10 heures, c'est ça? Ouais, voilà, une heure plus tard, mais là encore, paf, l'impact, c'est les parents, quoi. Est-ce que l'entreprise va tolérer que on arrive à 10 heures parce qu'on a déposé, ou à 9h30 parce qu'on a déposé nos enfants plus tard pour pouvoir respecter leur sommeil et leur santé en conséquence. L'autre chose que je disais, je voudrais préciser, parce qu'on a souvent des questions sur ça, petit dormeur, grand dormeur, etc. Vraiment être petit dormeur, moins de 6 heures ou moins de 5 heures selon les études, c'est assez rare. Et il faut l'avoir été dans l'enfance. C'est d'ailleurs souvent, d'ailleurs, les parents se sont inquiétés, se sont dit, mais il dort pas, on le retrouve dans sa chambre, voilà, mais il est en forme en journée, tout se passe bien, etc. Il n'y a aucun retentissement. Les petits dormeurs l'ont été toujours, ils l'ont été aussi en partie dans l'enfance. Par contre, on a énormément de gens qui sont tolérants à la privation de sommeil, qui se mettent en privation de sommeil. D'ailleurs, des fois, on se fait des réflexions d'hommes politiques qu'on a vus en 2-3 ans sur certains postes et on s'est dit, mais mince, il a pris un sacré coup de vieux quand même. Ça, il y a beaucoup de gens qui sont tolérants à la privation de sommeil, mais cette tolérance, elle n'épargne pas les effets physiologiques et le vieillissement accéléré et tout l'impact à la fois sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale. Paul, je vois acquiescer largement. Oui, complètement. Et c'est un sujet qui est d'actualité quand on voit toute la manière dont le président de la République, par exemple, a pu bénéficier d'une aura en disant qu'il dormait Mise en 4 scène, heures le par fait qu'il nuit. dormait très peu Exactement. d'heures de sommeil par nuit. Oui, tout à fait. Et je me rappelle même qu'il y avait eu une réaction de Gérald Darmanin, me semble-t-il, qui avait répondu je suis très content de dormir 8 heures par nuit, ça me permet de prendre des décisions. Donc c'est même un sujet de conflit politique. Mais même avant lui, hein, Napoléon disait déjà qu'il dormait très peu. Effectivement, chacun a ses besoins physiologiques. Ce qui m'inquiète, c'est l'imaginaire que ça véhicule, le message que ça véhicule, parce que certaines personnes tentent de le reproduire. Et Napoléon, on peut dire que la campagne de Russie s'est pas très bien passée à cause de son sommeil, d'ailleurs, qu'il y a eu beaucoup de mauvaises décisions militaires. Tchernobyl, c'est une erreur de sommeil. Enfin, il y a eu beaucoup de mauvaises. Voilà. Mais c'est vrai, et puis il y a eu le contre-coup après de Gabriel Attal qui a dit, mais moi aussi, je dors moins, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quand même cette image transmise de quelqu'un qui est performant parce que il dort peu. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème, c'est un vrai problème de représentation. Et si on a des... Enfin voilà, faut transmettre d'autres images, quoi. Einstein dormait 12 heures. Et Einstein a fait des trucs pas trop mal. Céduc dans le chat qui nous dit salut Céduc. Comment ne pas penser à la corrélation entre les enjeux du travail sous libéralisme fort qui induit même un changement de culture en Espagne qui avait bien gardé le rituel salutaire de la pause médiane prolongée ces 15 dernières années et le contresens quasi environnemental en ces périodes de canicule précoce. C'est ça le problème. Le problème, c'est le libéralisme qui nous fait dormir moins. Moi, Pour vous, Paul. C'est un sujet que j'adore. C'est pour ça que je vous pose la question. En fait, je crois que ce qui se passe, c'est qu'on est ce que j'appellerais voilà, une forme extractiviste du capitalisme. Ah oui, tout à l'heure vous parliez de capitalisme Voilà, extractiviste. exactement. Il va falloir que vous vous expliquiez à ceux Alors, qui nous regardent, sinon je qu'est-ce vais que perdre tout j'entends le par monde. là? Dans la tradition classique, on a tendance à dire que le capitalisme, donc séparation des moyens de production de ceux qui les mettent en œuvre, produit de la valeur sur justement l'idée d'une production de valeur. C'est-à-dire vous avez une force de travail, une base de travail, vous l'activez, vous activez des travailleurs et ça produit de la valeur, ça fait de la valeur ajoutée, ça fait de la richesse. Je pense que ce logiciel est un peu dépassé. C'est ce que disent une partie des théoriciens du XXe et du XXe siècle. Ils préfèrent l'idée du capitalisme extractiviste, c'est-à-dire on a des objets un peu partout, le sommeil en fait partie, et dans un monde où les ressources sont finies, le seul moyen de dégager de la valeur, c'est d'extraire à fond ces ressources jusqu'à ne plus en avoir. En gros, la théorie marxiste reposait sur l'idée d'un monde aux ressources infinies. La théorie extractiviste dit, voilà, c'est le capitalisme de la finitude, il faut extraire un maximum, et je pense que ça s'applique tout à fait au sommeil. Le sommeil, c'est le plus grand affront qui peut être fait au capitalisme, parce que c'est le moment de la vie où on peut plus voler le temps. On peut plus voler le temps. Or, quel est le maître étalon de la prospérité économique? C'est la capacité à pouvoir accaparer du temps. Particulièrement,
particulièrement vrai à l'ère du capitalisme numérique, avec les réseaux sociaux, avec les grandes plateformes, le streaming, etc. Et donc, il y a cette volonté de tout l'ensemble économique. Je ne dis pas qu'il y a une théorie du complot, je dis la main invisible des forces du marché fait que tout concourt à ce que dormir ne devienne plus qu'une des modalités du repos ou de la réduction de la fatigue. C'est pour ça qu'on voit se développer toute une économie autour, par exemple, des boissons énergisantes, des applications qui visent à optimiser le temps de sommeil pour dormir le moins longtemps possible, des compléments alimentaires, etc. Et ça, c'est renforcé par ce que dit notre auditeur, l'idée libérale, ou plutôt néolibérale, qui est que l'individu, pour exister en société, doit être l'entrepreneur permanent de lui-même. Il ne peut exister que par le dépassement, et donc il est dans un rapport concurrentiel avec les autres, et de fait, il aura un avantage compétitif par rapport aux autres s'il a plus de temps de vie disponible, et donc s'il dort moins. Alice ou Pierre-Alexis, répond qui veut. Alors, il y a Kesta, salut Kesta, dans le chat, qui dit « Moi, je suis noctambule. Le calme de la nuit est important pour moi. » Une question, répond qui veut, c'est « Est-ce qu'il faut dormir la nuit ?» Il est visiblement sujet du soir Plutôt que le jour, donc. et pas du matin. Après, pour des raisons physiologiques et médicales, il y a des sécrétions hormonales, le cortisol, la mélatonine, etc., qui font que le sommeil pendant la nuit, en général, est plus réparateur que le sommeil dans la journée. On le voit bien chez les travailleurs de nuit qui travaillent la nuit. Quand ils se reposent le jour, en général, ce n'est pas un sommeil si réparateur, si profond. Donc, pour les sujets du soir, effectivement, être productif, moi je suis un sujet du soir, j'ai toujours étudié le soir, révisé le soir, mais il ne faut pas dépasser certaines limites, parce qu'après, pour se recaler, effectivement, ça peut devenir un problème. Et parce qu'après, quand on essaie de rattraper le sommeil qu'on n'a pas eu la nuit, par exemple en dormant le matin, on sait qu'il y a le pic de cortisol, on sait que la lumière n'est pas, si on n'a pas des rideaux super occultants, c'est pas complètement occulté. Il y a des bruits la journée qui peuvent perturber le sommeil, et donc forcément, un noctambule, bien sûr, il est productif la nuit, mais la journée, après, il n'arrive pas à avoir un sommeil aussi réparateur que la nuit. En fait, un noctambule qui vit avec aucune contrainte socio-professionnelle et environnementale peut être en bonne santé. Il va suivre son horloge, il est bien la nuit, il fera son pic de cortisol un peu décalé, sa mélatonine un peu décalée, il va s'adapter, etc. Le problème, et c'est vrai qu'on a des modèles comme par exemple les travailleurs postés, on a d'autres modèles dans on appelle ça des modèles en constante routine, on va contrôler les cycles d'obscurité et de lumière. Eh bien, ce qu'on sait, c'est que globalement, en fait, le sommeil du jour est moins bon parce que d'abord, on dort jamais la quantité le jour qu'on fait la nuit, parce qu'il va falloir aller chercher ses enfants, parce qu'il y a Télécom qui va passer pour... Enfin, il y aura des contraintes. Il y a le travail qui va rogner, il y aura du bruit, les volets seront pas super occultants, donc on aura quand même un peu de lumière, et pouf, ça va inhiber la sécrétion de mélatonine, et donc le sommeil sera un peu moins profond. Donc autrement dit, voilà, si vous êtes un noctambule sans aucune contrainte socio-professionnelle et sans aucune contrainte environnementale, why not? Souvent, quand même, ce qu'on conseille, nous, en médecine, c'est en fait cette horloge qui est très, très génétique. On a vraiment tous une sorte de coucou suisse qui tourne comme ça sur 24 heures. Vous savez dans vos familles qui est du matin, qui est du soir. Ça fait souvent l'objet de blagues, d'ailleurs, dans la famille. Eh bien, elle est très costaud. Elle est très, très génétique, elle est très biologique. Mais on peut, avec ce qu'on appelle des chronothérapeutiques, avancer l'horloge ou retarder l'horloge pour l'insynchroniser et pour que l'impact, si cette personne est extrêmement du soir, elle soit un peu moins importante et qu'il soit un peu moins du soir. Est-ce que vous avez vu vos passions changer? Est-ce que vous avez vu votre patientèle se modifier? Alors, ça serait encore une autre... parce que maintenant, on a un autre type, c'est plus pour... globalement, l'insomnie a toujours existé. Ça, je pense que Paul, qui a fait plus de recherches peut-être historiques, pourra un peu compléter. Mais ça, l'insomnie et les troubles du sommeil existent depuis que l'homme existe, globalement. Et dès les premières descriptions médicales, c'est ce problème de sommeil est un souci. Déjà, Hippocrate, Aristote, tout ça s'intéressait au sommeil. Et globalement, d'ailleurs, lorsque la maladie allait impacter le sommeil, c'était un signe de gravité. Voilà, donc, voilà ça a toujours été... voilà. Ce qu'on a qui est un peu nouveau, c'est que maintenant, on a plein d'objets numériques. On a plein de trucs, on appelle ça le self-quantify, donc l'auto-mesuré, ce genre de choses. Et donc, on tombe des fois pour certains dans ce qu'on appelle l'orthosomnie, qui rejoint aussi un peu certaines idées qu'a poussé Paul sur
sur l'envie un peu de contrôler son sommeil, d'être le plus performant, mais du coup aussi avec le meilleur sommeil, le plus récupérateur et le plus court possible, etc. Et donc les gens vont regarder un peu leurs outils connectés, etc. Et ils viennent nous voir et leur plainte, c'est pas une plainte comme on avait avant de je ronfle, je me réveille 5 fois la nuit, enfin voilà, des trucs comme ça. Et ils vont nous dire, mon application, elle me dit que j'ai pas de sommeil lent profond. Je suis hyper inquiet. Or, j'ai vu sur Internet que le sommeil profond, c'était le sommeil le plus récupérateur, le plus régénérateur, ce qui est vrai. Tu peux peut-être expliquer ce qu'est le soleil profond. Ouais. Ouais, non, vous avez raison. Alors, en gros, on fait des trains de sommeil, on fait des cycles d'à peu près 90 minutes, 1h30. Et donc, on va faire 4 à 6 cycles de sommeil au cours d'une nuit. Et au cours de chaque cycle, on va faire tous les stades de sommeil. On commence par un stade d'éveil, puis un sommeil lent léger, puis un sommeil de transition, vers des stades de sommeil lent profond, qui est ce sommeil récupérateur, régénérateur de l'énergie, de l'ensemble des fonctions du corps. Et on finit avec le sommeil paradoxal, qui là est un sommeil plus où on va mémoriser, digérer ses émotions, digérer son stress, faire plein de rêves, etc., etc. Et donc, et proportionnellement, dans les premiers trains de sommeil de la nuit, on va faire plus de profond, et dans les derniers, on va faire un peu plus de sommeil paradoxal. Et donc, ce que je disais, c'était quoi ce que je disais sur le sommeil profond? Pardon, je vous ai coupé, je suis navré. Non, il n'y a pas de souci. Mais... Et je vous ai perdu. Alice, vous avez mieux écouté que moi, je suis sûr. Oui, on était en train de parler de l'orthosomnie et du oui, fait voilà, que merci. Heureusement que t'es les là. personnes sont plus intéressées à ce que l'ordi leur montre connecté que à leur ressenti au quotidien, parce qu'en Voilà. fait, ils vont très bien. C'est ça ce qu'on En veut fait, dire. ils nous disent j'ai pas de sommeil lent profond, c'est un problème. Et donc, en fait, il y a deux choses. C'est souvent les objets connectés, surtout pour le sommeil d'ailleurs profond, ne sont pas très bons actuellement pour dépister ce sommeil profond. Les cycles de veille-sommeil, ils y arrivent, mais précisément le profond, et des fois, certains ont un peu du mal. Donc, c'est pas tout à fait exact. Mais en plus de ça, le fait d'être hyper concentré sur son sommeil, ça va induire en lui-même des troubles de sommeil, parce que le sommeil, c'est une perte de contrôle. On s'abandonne, en fait, finalement, à un sommeil. Et plus on va essayer de le contrôler, ce sommeil-là, et plus on va être hyper vigilant, on va être éveillé et on va pas dormir en quelque sorte. Et donc on va s'induire des troubles du sommeil qui peut-être, si on l'avait pas traqué, si on l'avait pas quantifié, ne seraient jamais apparus. Alice. Oui, je reviens sur votre question de début. Si les patients ont changé, moi j'ai vu un changement effectivement après le confinement. Les patients ont commencé à vivre, comme tu disais, en libre cours, sans limite. Ils pouvaient se coucher tard et se lever tard. Et en fait, quand on prend cette habitude-là, après, pour se recaler, ça peut être compliqué. Il y a des techniques pour le faire, la luminothérapie, le sport à certains horaires, etc. Mais il faut parfois être accompagné. Et là, il faut être accompagné aussi. Et quand on a des mauvaises croyances ou une mauvaise attention autour du sommeil, c'est là où on va trop se concentrer à cause des objets connectés qui nous disent, comme tu disais, vous faites moins de sommeil long profond, moins de sommeil paradoxal. Donc, on commence à se concentrer trop sur la qualité de notre sommeil. Et bien là, si je me concentre en disant « Ah, je ne vais pas dormir. Ah, j'ai mal dormi. Ah, est-ce que je vais bien dormir ?» Ben, forcément, c'est un train de rumination qui font que on va encore moins bien dormir et donc ça peut déclencher des insomnies. Et il faut donc travailler sur le comportement et sur la cognition et sur toutes les idées qu'on a autour du sommeil. En fait, c'est ça. Et c'est pas du tout pour diaboliser les objets connectés parce qu'ils sont là de toute façon. On Ils en sont a pas encore tous. assez performants. Non, mais il y en a des très bons, etc. Et puis, donc, ils vont être utiles pour préciser un peu ces cycles, pour nous accompagner, etc. Juste, warning, attention, parce que des fois, voilà, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse et nous empêcher de dormir à cause de cette surveillance électronique. Et effectivement, je compléterai ce que dit Alice. Donc, on avait fait une étude, effectivement, pendant le Covid, etc., où on montrait qu'effectivement, le plus gros impact, c'était le changement des rythmes. Et c'est vrai que l'entraînement des rythmes, et on l'a bien vu lorsque le confinement notamment s'est levé, le fait de retourner au travail, à nouveau d'avoir des interactions sociales, de se lever le matin un peu plus heure fixe, etc. Donc ça, l'entraînement des rythmes, et notamment le lever, c'est quelque chose qui est très très important pour avoir un bon sommeil. C'est vrai que les substances, on n'en a pas parlé, mais on a pris un peu plus d'alcool, on a pris un peu plus de choses comme ça, et ça a aussi perturbé pas mal le sommeil. Les écrans le soir, ça c'était très retrouvé, et notamment les écrans avec de la lumière bleue, parce que ça va inhiber la sécrétion de mélatonine, mais aussi le temps d'écran en journée. Le temps d'écran en journée, ça c'était très clair, c'était vraiment quelque chose qui était associé aussi à l'impact sur le sommeil, et puis les aspects dont on a déjà parlé, hein, les aspects de télétravail, de déconnexion. Et puis là, Paul en a parlé, mais enfin, voilà, on avait reconfirmé entre guillemets ça. Plus le logement est petit,
plus on a un sommeil de mauvaise qualité, et moins on gagne d'argent, et moins on a un sommeil de mauvaise qualité. Dernier truc peut-être, qui était un peu une surprise, c'était une autre étude qu'on avait fait, et là peut-être aussi on pourra en parler, mais hommes et femmes, on n'est pas tout à fait égaux. Et on avait montré dans une étude qui était assez étonnante que les femmes, à partir du moment où elles vont se marier, elles vont se mettre en couple, et ben c'est un facteur de risque concernant leur sommeil. Et à l'inverse, les hommes, quand ils vont se marier, eh ben, c'est un facteur protecteur de leur sommeil. Le transfert de la charge mentale, c'est ça. Et après, moi, c'est une observation. Après, ce qu'on met derrière comme compréhension de cette observation, ça, c'est l'objet d'une autre étude, Paul. Ouais, et sur les écrans, donc on disait tout à l'heure, 44% des 15-19 ans disent rogner délibérément sur leur temps de sommeil pour passer plus de temps sur leur téléphone. Et quand on leur demande quelle est pour vous la principale cause, le principal effet délétère de votre addiction aux écrans, ils répondent à 25% le manque de sommeil, très loin devant le deuxième facteur qui est j'ai moins de temps pour faire mes loisirs, qui est que à 10%. Donc en fait, c'est intériorisé, c'est su, et le sommeil apparaît vraiment comme le manque de sommeil comme la plus grosse pénibilité qu'on subit du fait de l'addiction aux écrans. Et ça, au-delà des aspects médicaux qui ont été évoqués, je pense qu'il y a aussi, toujours dans cette idée d'une transformation anthropologique, l'imaginaire qui était autrefois associé à la chambre, au lit, comme un sanctuaire à l'abri de toutes les interactions de la vie de la cité, économique, marchande, a complètement été transformé avec l'intégration du téléphone, notamment dans le lit. Et on disait tout à l'heure, qu'est-ce que l'individu néolibéral, c'est celui qui se sent en concurrence, c'est celui qui doit toujours être l'entrepreneur de lui-même, etc. Mais ce modèle-là a été importé jusque dans le lit, jusqu'au moment de l'endormissement. Et à ce titre-là, moi, je vais citer une étude qui m'a beaucoup fait rire, qui a été faite en 2019, commandée par le Wall Street Journal. Un quart des jeunes américains disent préférer regarder Netflix que d'avoir des relations sexuelles avec leur conjoint. Parce que voilà, le lit, la chambre ne sont plus des lieux où on se retrouve, c'est plus des lieux d'altruisme, de solidarité, d'humanité. C'est devenu un lieu comme un autre de la vie quotidienne. Mais le problème, c'est Netflix ou le conjoint, du coup. Stéphane Caldan dans le chat, salut Stéphane, qui dit beaucoup d'écrans, c'est quoi? 16 heures par jour devant 3 écrans, est-ce que c'est beaucoup? Intuitivement, je dirais que c'est beaucoup, mais Alice, c'est beaucoup. C'est à partir de combien de temps d'écran, d'exposition aux écrans, c'est beaucoup? On dit qu'en général, il faut arrêter les écrans au moins 2 heures avant l'horaire de coucher. Après, j'aimerais effectivement faire un petit résumé et donner quelques conseils à notre public, parce que c'est très vrai ce que tu disais, Paul. Il faut sanctuariser la chambre, qui doit être le lieu du sommeil et de la relaxation sexuelle. Si on commence à faire du télétravail dans la chambre, si on commence à regarder la télé dans la chambre, si on commence à regarder le téléphone dans la chambre, à répondre aux mails, effectivement, s'endormir, le lit n'est plus associé au sommeil. On doit revenir à l'association lit-sommeil. Donc ça, c'est très important. Après, éliminer les écrans, pour répondre à la chat, 2 heures avant l'horaire de coucher. Dormir dans une pièce fraîche, entre 18 et 20 degrés, parce que la température aussi est très importante pour le sommeil. On dort bien quand on dort au frais. Éliminer le sport trop tard le soir, parce que le sport réchauffe. Et donc, effectivement, faire du sport très tard, ça aussi, c'est une histoire de température, c'est une histoire de température, exactement. Oui, le sport réchauffe, donc c'est mieux de le faire le matin. S'exposer le matin à la lumière du jour ou à la lumière tout court. Il y a aussi des lampes de luminothérapie qui peuvent aider à se recaler. Éviter toutes les boissons énergisantes, le café à partir de 14 heures. Éviter à tout partir ce qui... de 14 heures, à partir de 14 16 heures, de 17 heures. Parce que la demi-vie de la caféine est 6 heures. Donc, si vous prenez une tasse de café à 17-18 heures, 4-6 heures après, donc environ à minuit, vous avez encore une demi-tasse. Donc, si vous êtes sensible au café, effectivement, il faudrait l'éviter à partir de 14 heures pour être sûr qu'à 22 heures, 23 heures, il n'y en a presque plus dans l'organisme. Donc, l'heure du thé, c'est une hérésie? L'heure du thé, c'est un peu une hérésie, oui. Ou alors, il faut se coucher très, très tard. Exactement. Non, et juste dire, effectivement, ce qui va compléter vos conseils, c'est-à-dire, donc la chambre, on doit la sanctuariser, et on peut quand même avoir des rituels d'endormissement, parce que des fois, on peut avoir du mal à s'endormir. Et les choses qui marchent super bien, c'est des activités simples sur le plan cognitif, c'est-à-dire sur le plan de sa réflexion, de ses pensées. La lecture,
Ça marche super bien. Lisez beaucoup plus. Les podcasts, notamment les podcasts de France Info, ça marche super bien. Là aussi, c'est une activité simple. Le problème, et vous allez le comprendre très simplement, Ville flatteur. il y a ce qu'on appelle une fatigue cognitive en journée. Plus on est éveillé, plus on va être stimulé, plus on va se fatiguer par les charges mentales, par les choses qu'on a à gérer. Et d'ailleurs, si on est en privation de sommeil, si on a mal dormi, cette fatigue cognitive arrive plus vite et de manière plus forte. Et donc le soir, les pensées intercurrentes, les parasites, les ruminations, on va avoir beaucoup plus de mal à les contrôler en fait, à les stopper. Et donc au moment du coucher, on va avoir toutes ces pensées. Plus on est fatigué cognitivement, plus on va avoir ces pensées qui vont nous empêcher de nous endormir. Et donc ce qu'on va faire, ce que beaucoup font, c'est on va scroller, on va se taper 10, 20, 30, 40 vidéos. Et en fait, on va aggraver cette fatigue cognitive, mais c'est un mouvement qui est facile, qui est presque vampirisant, mais qui va pas du tout être relaxant et qui va pas du tout préparer au sommeil. Donc peut-être qu'en plus des recommandations qu'Alice et que Paul a rappelé en sanctuarisant le lit, eh bien peut-être rajouter aussi, parce que des fois c'est difficile de rien faire, quoi. Voilà, alors que surtout quand on n'a pas sommeil, qu'on a du mal à dormir. Donc, mais concentrez-vous sur des activités simples. Voilà. Attendez, il y a une question qui a défilé. Alors, c'est une question, je ne sais pas si vous sauriez répondre. C'est professeur Wannabe qui nous la pose. Salut, professeur Wannabe, qui dit à France Info, mais je pense que c'est plutôt à vous. Est-ce qu'un écran par vidéoprojecteur, donc une luminosité réfléchie et pas d'émission directe comme pour les écrans de smartphone, ça a le même impact sur le sommeil? Pas d'écran dans le lit, pas d'écran dans la chambre. Votre chambre, c'est pour dormir ou pour les rapports sexuels. En fait, on est le sommeil, c'est très comportemental. Et vous le savez déjà un peu Donc, dans spontanément. l'écran, c'est la télé aussi. Ouais, voilà, rien dans la chambre. Vraiment, la chambre, il n'y a que le lit. D'ailleurs, si vous ne dormez pas, si vous avez une insomnie, vous sortez du lit. Pourquoi? Parce que sinon, votre lit va devenir un champ de bataille. Vous ne dormez pas et vous allez désassocier votre lit au sommeil. Par exemple, il y en a certains, dès que ça roule, le train, la voiture, dès qu'il y a un roulis, pouf, ils s'endorment parce qu'ils sont conditionnés. Un enfant, un bébé, vous le mettez au lit, la position allongée, il s'endort. Il pleure d'ailleurs un peu avant parce qu'il sait qu'il va s'endormir. En faisant autre chose dans son lit, en regardant son smartphone, en scrollant, en faisant plein de trucs, en fait, on va désassocier le lit et le sommeil. Donc, et c'est très facile de réassocier le lit au sommeil. Paul, dans ce que vous proposez, donc d'un droit opposable au sommeil, il y aurait peut-être un droit opposable à la sieste, par exemple en entreprise. Oui, en fait, je suis parti de ce constat, ce dont on parle depuis le début, qui est que... Quand je dis ça parce que je suis arrivé crevé ce matin, que j'ai fait une sieste, j'étais d'ailleurs là, vous êtes assis là où je faisais ma sieste, et ça a sauvé ma journée, pardon. Donc le fauteuil, il y a plusieurs fonctions. Et Je suis pas très grand. Ce qu'on voit, c'est que... Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça a très mauvaise presse, tout simplement. Dormir 10 à 20 minutes de sieste après la pause méridienne, par exemple, ça, les médecins sauront le dire mieux que moi, améliore l'hygiène du sommeil et puis améliore aussi la productivité du travail. En tout cas, sur l'aspect plus politique, il y a un changement culturel à opérer qui est que finalement personne aujourd'hui n'aurait l'idée de proposer des salles de sieste dans les bureaux parce qu'on considérait que les travailleurs... Ça existe toutefois. Mais en plus, on voit tout ce mouvement de recul, une forme de backlash aujourd'hui dans le monde du travail. On tend à supprimer le télétravail parce qu'on considère que les salariés sont devenus trop paresseux, qu'ils n'ont plus la culture de l'entreprise, etc. Donc, et c'est ce qu'a fait Donald Trump et Elon Musk aux États-Unis, en obligeant tous les fonctionnaires à revenir dans leurs administrations. Donc, j'ai plutôt le sentiment qu'on va dans le sens contraire aujourd'hui, mais je pense qu'il faudrait, quitte à instituer cette sieste de 10 à 20 minutes pour ceux qui en ont besoin, quitte à reporter après l'heure à laquelle on quitte le travail. Et je propose dans ma note que ce soit les administrations publiques les premières qui le fassent et qui montrent l'exemple, parce que ce sont les premiers employeurs, les hôpitaux, les écoles, les administrations. Et elle pourrait comme ça montrer les effets positifs. Vous avez testé cette hypothèse auprès de directrices, de directeurs d'administration, par exemple? Comment ça a été reçu? Vous l'avez peut-être pas testé? Non, je ne l'ai pas testé. J'en ai parlé. Ça a plutôt mauvaise presse encore. Qu'est-ce qu'on vous répond? Parce qu'à la fin, ça fait un salarié qui est plus heureux, qui est plus en forme, qui est peut-être en meilleure santé, qui à la fin, in fine, qui est peut-être plus productif. Oui, en tout cas plus concentré. Et moi, ce qu'on me répond, pardon, pour terminer sur cet aspect-là, c'est toujours la rhétorique de la productivité. Toujours. Alors, le pire que j'ai pu entendre, c'est ah, mais c'est une faute professionnelle de dormir sur son lieu de travail. Et puis après, voilà, il y a les arguments plus classiques de en fait, on te paye pas à rien faire, quoi. Alice? En fait, la sieste peut être très utile. Il faut faire la bonne sieste. Effectivement, comme vous dites, on sieste de 20 minutes
peut être très rafraîchissante. Ça fonctionne comment? Ben, quand on se réveille, on commence à produire une molécule qui s'appelle l'adénosine. Cette molécule s'accumule, s'accumule, s'accumule et ça donne la pression du sommeil. C'est-à-dire à un moment donné, dans la journée, on en a trop et on commence à avoir vraiment envie de s'endormir, de dormir. Ça peut devenir irrépressible. Et pour consommer un peu cette adénosine, ben, si on dort 20 minutes, on reste dans les stades de sommeil léger, on diminue cette adénosine et après on repart un petit peu en étant plus en forme. Mais attention, parce que si vous dormez plus de 20 minutes, on dit 20 minutes, mais ça peut être 25, mais si vous dormez par exemple 40 minutes, vous allez constater que vous allez vous réveiller moins bien. Vous allez avoir ce qu'on appelle l'ivresse de sommeil. Vous vous réveillez et vous vous sentez mal. Pourquoi? Parce que vous avez atteint un stade de sommeil profond et sortir de ce stade de sommeil, c'est compliqué, donc vous allez être un peu moins bien. Donc attention, il y a deux types de siestes. La sieste rafraîchissante, maximum 20 minutes, et après ce qu'on appelle la sieste royale. La sieste royale, c'est la sieste qu'on fait le week-end, quand on rattrape un petit peu le manque de sommeil de la semaine, et alors on se laisse dormir, on ne met pas le réveil, on fait 1 heure et demie, on se réveille spontanément, on fait ce que Pierre-Alexis nous disait tout à l'heure, un cycle de sommeil, on a fait tous les stades de sommeil, c'est des stades qui ont des fonctions, donc c'est un sommeil plus réparateur que la sieste rafraîchissante de 20 minutes, et c'est une sieste qu'on peut se permettre le week-end et qu'il ne faut pas utiliser trop tard le soir, qu'il ne faut pas utiliser trop souvent, parce que si on en a besoin trop souvent, ça veut dire qu'on est vraiment en manque de sommeil. Mais c'est deux types de siestes différentes qu'on peut utiliser pour deux raisons différentes. Vous parlez d'effet rafraîchissant, Alice, il fait une chaleur de bœuf là en ce moment, il fait caniculaire. En cas de canicule, est-ce qu'il faut se résigner à mal dormir? Comment on peut mieux dormir en cas de canicule? Est-ce qu'il faut juste attendre que ça passe? Alors, c'est une très très bonne question. C'est la question que tout le monde se pose depuis Ben hier, oui. je crois. En fait, comme l'expliquait Alice, finalement, pour dormir, il faut que la température diminue. Et la température de son corps, la température centrale. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que la mélatonine fonctionne. Je fais une petite parenthèse, c'est-à-dire, vous savez, c'est impossible de s'endormir lorsqu'on a froid aux pieds. Pourquoi? Parce qu'on diminue, la température s'échappe par l'extrémité, par les pieds et par les mains, et la mélatonine va vasodilater les vaisseaux des pieds, et donc on va pouvoir diminuer sa température centrale. Or, en période de canicule, par définition, il fait trop chaud, et donc on n'arrive pas à diminuer cette température centrale suffisamment. Déjà, ça va retarder l'endormissement. Et si on parvient malgré tout à s'endormir, en fait, ce qu'on appelle la thermorégulation, c'est le fait de garder une température basse au cours de la nuit, et donc la température diminue au cours de la nuit, puis elle remonte progressivement. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, quand on est du matin ou du soir, le matin, dans la voiture, il y en a qui ont froid, il y en a qui ont chaud, parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même horloge. Bon, mais globalement, elle descend au cours de la nuit, puis elle remonte. Le problème, c'est que on n'arrive pas à garder cette température basse s'il fait trop chaud à l'extérieur parce que la thermorégulation se fait mal dans les stades de sommeil profond. Donc on va se réveiller pour refaire descendre la température. Une fois que la température est descendue, on se rendort. Le problème, c'est que la température en période de canicule, elle va remonter, donc on va se réveiller pour la faire redescendre, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc en fait, pour lutter, c'est souvent bien de d'essayer d'aérer un peu comme on peut le soir, de bien se protéger en journée, de fermer les volets. Et puis d'avoir un ventilo. Alors le ventilo, c'est pas directement sur soi parce que ça peut assécher tout ce qui est muqueuse et ça peut aggraver les problèmes de sommeil, voire créer des pneumopathies, des infections sur les poumons. On met un ventilo, pas sur soi, mais qui fait quand même un petit courant d'air dans la pièce. Et puis on peut mettre un petit linge humide aussi sur ce ventilo qui va permettre de rafraîchir un peu plus. On parle de chaleur, bon, le lien, c'est un peu facile, mais vous parlez du réchauffement climatique dans votre étude, Alors, qui en termes de sommeil va être un des sujets d'inégalité, notamment sur ce thème-là. oui, complètement. Et en fait, plus on est pauvre, plus on subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. En tout cas, on y est exposé différemment selon notre niveau de revenu. Euh, Aujourd'hui, la principale politique publique qu'on pourrait mettre en œuvre pour améliorer la qualité de sommeil en période de canicule, c'est la rénovation des bâtiments avec les critères de confort nocturne. Et c'est malheureusement une pratique qui est très onéreuse, qui doit être subventionnée publiquement. Et moi, je propose dans mon rapport quelque chose d'un peu innovant, c'est la création d'un adjoint au sommeil dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Parce qu'en fait, on se rend compte que sur les problématiques de sommeil, on recoupe très souvent des politiques municipales. Par exemple, on peut créer des îlots de fraîcheur en végétalisant, c'est une question d'aménagement du territoire. La rénovation thermique, ça concerne l'habitat, ça peut directement concerner des compétences municipales. La lutte contre la pollution sonore aussi.
les collectivités sont aussi des employeurs publics, donc ils peuvent encourager la sieste, etc. Et je pense, pour conclure, qu'une des grandes recommandations qu'on pourrait faire sur cette idée du droit au sommeil, c'est précisément, dans la perspective des municipales de 2026, d'imaginer dans les grandes villes des adjoints au sommeil. Alors évidemment pas dans les petits villages, parce que quand il y a 6 adjoints ou 7 adjoints, ça fait pas Ça, c'est sens bizarre. d'avoir un adjoint au sommeil. Mais en tout cas, des personnes qui soient chargées de construire des politiques publiques du repos, de la tranquillité, de la restauration pour les habitants. Est-ce que Pierre-Alexis, on va donner un peu de statistiques sur les troubles du sommeil, juste pour Moi, renforcer un petit peu le C'était mes dernières message, questions pour vous, allez-y. le message de Paul, parce que peut-être que l'auditoire n'est pas au courant de l'impact des troubles de sommeil. Alors, l'insomnie, je te laisse 10-30% en fonction des études. Ouais, c'est 20% chez la femme et 10% chez l'homme. Parfait. L'apnée du sommeil, c'est un peu mon spécialité. C'est entre 4 ou 8%. On dit Alice, il faut que vous 5%. expliquiez ce qu'est l'apnée du sommeil. On a L'apnée tous du entendu parler sommeil, de l'apnée du c'est sommeil, mais les gens ne savent pas exactement. Et c'est ça un touche beaucoup de gens. trouble respiratoire qui fait que la nuit, il y a une obstruction des voies aériennes supérieures. Donc, on arrête de respirer. Et après, on redémarre avec un ronflement très sonore que je ne vais pas faire au micro, mais qui, en Allez, général, Très bien. réveille le conjoint, d'accord, et qui provoque une réaction de stress avec des risques cardiovasculaires, qui provoque de micro-réveils, donc un mauvais sommeil, qui provoque une baisse de l'oxygène, donc un risque cardiovasculaire, un mauvais sommeil, donc un risque de pathologie psychiatrique, de dépression, de décompensation de troubles bipolaires, des risques au niveau neurologique, par exemple, de risque d'AVC. Elle est très liée aussi à plusieurs pathologies dont on ne pense pas, par exemple le glaucome pour l'ophtalmologie, la polycythémie secondaire pour l'hématologie. Il y a un risque, par exemple, en cas d'apnée du sommeil, d'accouchement prématuré. Il y a un risque en cas d'apnée du sommeil d'accident, donc la somnolence en voiture. Donc c'est lié à plusieurs pathologies. Chez les pédiatres, l'enfant, il grandit moins bien, il peut avoir des troubles de l'attention s'il dort mal. Donc c'est vraiment multidisciplinaire et ça touche entre 5 et 8% de la population. Après, il y a d'autres pathologies, comme le syndrome de jambes sans repos, les impatiences, les femmes qui bougent les jambes parce que ça touche spécialement les femmes, spécifiquement les femmes, 8% de la population. Et après, il y a des maladies plus rares, mais quand même, les troubles du sommeil sont divers et variés. C'est multidisciplinaire, ça touche plusieurs spécialités et donc c'est important effectivement de dire que c'est un problème de santé publique majeur aujourd'hui en France. 3 petits messages clés, juste en fait, là, il y a la moitié de la population qui se plaint de mal dormir. Il y a plein de causes. Il y a les causes dont Alice a parlé, il y en a encore plein d'autres. Il y a les causes de l'horloge, etc. aussi. Ce qu'il faut juste se dire, c'est si vous avez un retentissement en journée, globalement, que ça impacte votre quotidien et que vous êtes somnolent en journée, c'est-à-dire vous êtes fatigué, vous allez vous endormir dans les moments où vous ne souhaitez pas vous endormir, là, il faut en parler à votre médecin généraliste, à un médecin du sommeil, à un psychiatre. Est-ce qu'on laisse tomber la camomille? Alors, ça dépend pourquoi souvent la camomille s'est pris dans l'insomnie. Et dans nos dernières recommandations européennes sur le traitement de l'insomnie, ça ne fait pas partie des traitements recommandés avec un très haut niveau de preuve, parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments scientifiques pour dire que ça fonctionne et que c'est efficace. Est-ce que la mélatonine, ça marche? Oui, Est-ce que la luminothérapie, ça marche? Il semble que oui. oui. Il est 18h58, passé de 40 secondes. Le mot de la fin, c'est pour vous, Paul. J'ai une dernière question, c'est que j'ai lu que les somnifères Ah, vous voulez qu'on on Ne- prend une ne- minute pour les somnifères? n'amélioraient pas la qualité du sommeil, mais permettaient d'oublier qu'on ne dormait pas. Est-ce que c'est vrai? Alors sur l'insomnie, d'abord c'est faux. D'abord il y a des nouveaux traitements aussi qui sont sortis. Ce qui est vrai, c'est que souvent sur certains vieux somnifères, les benzodiazépines ou les apparentés, l'architecture du sommeil et notamment le bon sommeil, comme on parlait, le sommeil lent profond, et pas aussi long qu'on peut l'attendre sur un sommeil qui est naturel. Mais non, il ne faut pas diaboliser ces molécules. Quand vous dormez pas du tout, que vous souffrez, que vous êtes en détresse, que vous avez même des idées suicidaires parce que vous n'en pouvez plus, il y a un moment donné, il faut aider les gens, quoi. Donc il ne faut pas diaboliser ces traitements-là. Ils sont très utiles. Et dans les insomnies sévères, on va utiliser les somnifères. Et on a entendu beaucoup de choses sur le risque d'Alzheimer, de dégénérescence, etc. Ça, c'est faux. On sait par contre que ces pathologies neurodégénératives, eh ben, dans les premiers symptômes de ces pathologies-là, eh bien, on va avoir
des problèmes de sommeil. Ça fait partie en quelque sorte des premiers signes quoi, de la maladie. Voilà. Et donc on conclut à tort, on dit bah, voilà, ils ont des hypnotiques, c'est ça qui a entraîné. Ben non, on a traité des symptômes comme on pouvait parce que vraiment ils dormaient plus du tout. Et à un moment donné, il faut bien faire quelque chose. Mais quand même rappeler que le premier traitement, c'est pas les médicaments, c'est la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. C'est une psychothérapie sur les comportements liés au sommeil et ça marche très bien. Alice, le mot de la fin, le mot de la suite. Bah, écoutez, moi je suis pneumologue et je suis toujours très surprise parce que le sommeil est vital. Mais quand on respire mal, tout le monde s'en occupe. Mais quand on dort mal, parfois ça passe aux oubliettes. Et par contre, le sommeil est vraiment une priorité pour faire de la prévention de plusieurs pathologies. Merci Alice. Paul, le mot de la fin ou le mot de la suite? Le mot de la fin, c'est qu'il faut un droit au sommeil, parce qu'aujourd'hui, les inégalités de sommeil décuplent les inégalités économiques, lesquelles décuplent les inégalités de sommeil. Et donc pour sortir de ce cercle vicieux et pour rompre aussi avec notre logiciel de productivité qui crée des pressions sociales et individuelles sans cesse plus fortes, il faut reconnaître un droit au sommeil à chacun. Merci Paul. Et dans le chat, Cristal qui dit Toc Ludo, j'avais mis les pieds dans le plat et parlait des somnifères. Mais bon, on n'a pas eu le temps, toujours faire confiance au chat. Mais c'est parce que j'avais des questions à poser sur les somnifères, mais l'heure a filé. Il est 19h01 passé de 10 secondes. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci de nous avoir rejoints pendant une heure, d'avoir joué le jeu des questions du chat, de mes questions, puis voilà, de cette discussion très intéressante. On aurait pu encore, je pense, développer ça pendant une heure. Merci à vous, chers amis, de l'avoir suivi. Merci à tous nos invités, à ceux qui étaient là aussi au premier plateau. Merci à Cyril Balta, à la régie, bien sûr, à Stéphanie Berlu, au 4e au visuel. Merci à l'excellent Camirillo à la programmation. Merci à la clim du studio 3F74 qui ronronne, mais qui pour une fois marche un tout petit peu. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans une minute sur Twitch, sur la page replay de l'émission et sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr, mais bien sûr que vous le savez. Le talk de France Info, vous pouvez aussi le retrouver sur Discord pour poursuivre la discussion. Ce sera plutôt demain. Le lien est dans le chat, sinon Jules va le mettre. Pour ceux qui veulent réécouter le stream avec les oreilles, donc avec le son de la radio, de la maison de la radio et de la musique, par exemple, vous retrouverez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. On se retrouve, nous, déjà demain, jeudi, avec au programme la fin du mois des fiertés et 3 personnes transgenres qui auront quelque chose à nous dire. Puis en deuxième plateau, les nouvelles manières d'envisager le couple, la drague et le sexe après MeToo, après les applis, avec de l'inclusion et avant que vous filiez compter fleurette sur les plages, si vous en avez la chance. Rendez-vous donc demain, jeudi, de 17h à 19h, même endroit, même heure, certainement. Bien sûr, de bonne humeur. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.